Ok, donc je vais commencer. Donc, merci d'assister aujourd'hui au séminaire. Donc, aujourd'hui, je vais présenter une partie de mon travail de thèse qui concerne donc la régulation discursive en français et en japonais. Et je vais donc présenter quelques résultats d'analyse qualitative et quantitative des hochements de tête dans un corpus de 10 conversations dyadiques. Donc, je vais commencer par introduire un peu le sujet de recherche. Donc, moi, j'étudie les interactions verbales qui sont donc toute forme de discours produit collectivement par l'action ordonnée et coordonnée de plusieurs interactants. Parmi les différents types d'interactions verbales, j'étudie la conversation, qui a été considéré comme le prototype de toute interaction verbale ou par les fondateurs de l'analyse de la conversation, donc Sachs, Shegloff, Jefferson, comme the basic form of speech exchange system. Donc, à l'intérieur donc de la conversation, je, je me soucie en fait d'étudier le comportement de c'est-à-dire la personne qui écoute un discours pendant une conversation. Et donc, parmi les différents comportements de l'allocuteur, j'analyse les régulateurs discursifs, c'est-à-dire les signaux d'écoute que l'allocuteur emploie pour montrer sa participation active à la conversation. Il y a eu donc plusieurs études sur les régulateurs discursifs que je ne vais pas présenter aujourd'hui parce que je n'ai pas trop le temps. Mais donc, certains chercheurs ont inclus dans cette catégorie on va dire plusieurs en fait types de comportements verbaux, par exemple des réactions aussi, des achèvements collaboratifs de tours du locuteur, mais pour d'autres chercheurs, par contre, donc ces signaux, cette catégorie était beaucoup moins vaste. Pour résoudre un peu cette contradiction, donc moi, je pars du concept de aizuchi en japonais, donc terme qui peut être traduit effectivement en français par régulateur discursif, mais aizuchi donc c'est un terme qui circule dans les conversations quotidiennes au Japon, qui se lit dans les journaux, qui s'entend à la télévision et qui donc indique tous ces signaux d'écoute que l'allocuteur emploie pour montrer donc qu'il est attentif dans la conversation. Donc au Japon, tout le monde sait ce que c'est un aizuchi parce qu'il est très important de savoir écouter l'autre pendant une conversation. Donc j'ai mis ici l'étymologie du mot aizuchi qui pour moi est très intéressant. Pardon? Ah, donc hier, tu as eu une panne. Ah putain, non mais écoute, voilà. Dis-moi tout, Val. Non, c'est pas grave, tout va bien, mais voilà. Excusez-moi. Oui, Anne Lacheray, s'il te plaît, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît, parce qu'on entend la conversation que tu as à côté. Ce matin, elle me dit j'arrive à 10h. Fred, tu peux peut-être lui couper son micro. Je vais regarder si je peux couper quelque chose. Alors, désolé. Oui, bien sûr. Alors, Anne, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai coupé le micro. C'est bon? Voilà. Désolé. C'est pas grave. Voilà, pardon. Allez, continue, reprenez. J'ai continué du coup. Voilà. Donc en fait, donc je trouve très intéressante l'étymologie de ce terme. Donc comme on peut le lire ici, donc l'étymologie du mot aizuchi renvoie à un terme technique utilisé par le forgeron lors de la fabrication des sabres traditionnels japonais. Pour fabriquer l'épée, le maître et son assistant martelaient alternativement le fer à un rythme régulier. Le maître, avec un petit marteau, régulait la vitesse et indiquait à son assistant où marteler ensuite, et les coups de l'assistant modelaient l'épée à partir d'un morceau de fer chaud. Le mot aizuchi référait à l'origine au coup de l'assistant qui devait suivre avec attention tous les coups du maître et jouer ainsi un rôle essentiel dans la formation de l'épée. Donc à partir en fait de cela, c'est ce mot aizuchi a été appliqué en fait aux signaux que l'allocuteur emploie dans la conversation, en fait, on va dire en suivant pas vraiment les coups du maître lors de la fabrication de l'épée, mais plutôt en fait le discours de son partenaire
et donc en le supportant, en l'aidant dans la formation, donc dans la création du discours. Alors, donc en ce qui concerne les Aizuchi aussi, il y a eu un peu des contradictions dans les recherches précédentes parce que pour certains chercheurs, c'était une catégorie assez vaste et pour d'autres, c'était une catégorie plus restreinte. Donc, pour donner une définition des Aizuchi, je me suis basée sur une étude très récente, donc de 2019, conduite par Allen. Donc, ce chercheur a interviewé des locuteurs natifs du japonais. Donc, il s'agissait de 24 étudiants universitaires des régions Kanto et Kansai, donc l'Est et l'Ouest du Japon. Et il leur a demandé qu'est-ce que c'était pour eux les Aizuchi. Cela était possible parce que le niveau de conscience linguistique par rapport à ce phénomène donc linguistique au Japon est très élevé. Effectivement, donc, comme on peut le voir à travers les paramètres qui servent pour juger le niveau de conscience linguistique, donc la disponibilité, l'exactitude, les détails et le contrôle, donc tous les locuteurs ont pu décrire les fonctions des Aizuchi, les variétés, les caractéristiques. Ils ont pu fournir des descriptions assez spécifiques. Et bien sûr, bien que les termes employés ont été différents de ceux qui apparaissent dans les recherches scientifiques, donc ils n'ont pas utilisé des termes vraiment techniques, mais les contenus de leurs descriptions étaient similaires. Et ensuite, en fait, au niveau du contrôle, tous les locuteurs ont pu produire des variétés des Aizuchi. Donc, à partir de cette étude, il y a eu une distinction nette qui a pu être faite entre Aizuchi et réponse. Par exemple, expression de clarification et de réparation, des questions, des évaluations, des achèvements collaboratifs de tours. Donc, pour les locuteurs natifs, tout ça, en fait, expression de clarification, questions, etc., n'est pas un Aizuchi. Donc, Aizuchi, ce sont des formes verbales courtes ou des hochements de tête que le locuteur utilise pour montrer sa participation active, mais il ne prend pas la parole, et qui sont employés pour satisfaire les fonctions communicatives suivantes. Donc, encouragement, pour encourager la progression du discours, compréhension, pour, en fait, à travers ces signaux, le locuteur montre qu'il comprend le message, de la politesse, le locuteur exprime de la politesse, de l'empathie, donc pour exprimer de l'empathie, pour exprimer des émotions par rapport au message reçu et pour montrer en fait qu'on est d'accord. Donc, on part de cette notion de Aizuchi en japonais et on va donc chercher la même chose en français. Donc, on appellera ça en français régulateur discursif. Donc, avant de rentrer dans les vifs des analyses, je voudrais faire donc une petite parenthèse sur la politesse parce qu'effectivement, donc même dans les recherches précédentes, donc les chercheurs avaient affirmé que les Aizuchi étaient employés pour mettre en valeur la face positive de l'interlocuteur, donc ça de la part de Cutrone. Et ensuite, d'autres chercheurs comme Tajima s'étaient plutôt concentrés sur la créativité indexicale. Par exemple, les Aizuchi hai et e, qui signifient oui, sont utilisés en registre formel. Les Aizuchi un et a, plutôt un registre informel. Mais on reviendra sur la politesse à la fin de la présentation. Et aussi, donc en ce qui concerne l'empathie, donc effectivement, plusieurs chercheurs aussi avaient affirmé que les Aizuchi sont utilisés pour maintenir l'harmonie, donc wa en japonais, dans la conversation, pour éviter les désaccords et les tensions et montrer de l'omoiyari, terme qui peut être traduit en français par empathie, mais qui recouvre quand même plusieurs, des catégories plus vastes que donc le mot empathie en français, parce que donc il inclut des notions bouddhistes comme les nasake, donc sentiments humains, la compassion, la miséricorde, l'amour compassionnel, la pitié, l'amour altruiste et la générosité du cœur. Ensuite, d'après les bras, en japonais, l'empathie consiste en une sorte de communication anticipatoire, à savoir déceler ce que l'autre pense et ressent. Et ensuite, pour la gamme, il s'agit du savoir-vivre ensemble et de l'euphémisation verbale, la figuration et attribution à autrui d'une place favorable lors de l'échange et l'explicitation non verbale et intuitive.
Alors, je vais présenter mon corpus, donc mes données. Donc, il s'agit de 2 corpus oraux, un en langue française et un en langue japonaise. Et ce sont des conversations diadiques spontanées effectuées entre camarades en contexte universitaire. Et les conversations ont été filmées à l'aide d'une caméra placée en face des interactants et d'un microphone placé à proximité. Donc, je n'ai pas placé le microphone sur les interactants, mais juste à proximité pour qu'ils puissent oublier, on va dire entre guillemets, la présence du microphone pour que ça soit le plus naturel possible. Donc, le corpus japonais a été recueilli à l'université de Kobe au Japon. Donc, 10 étudiants ayant entre 18 et 21 ans, donc 5 garçons et 5 filles, ont conversé en diade. Et le corpus français a été recueilli à l'université Paris-Nanterre. Et donc, ici aussi, on a 10 étudiants, 5 garçons et 5 filles ayant entre 19 et 24 ans. Donc, j'ai enregistré des conversations d'environ 23 minutes, mais finalement, donc, les données exploitables pour chaque conversation ont été de 18,30 minutes. Et en ce qui concerne les limites du corpus, je dirais que donc il s'agit de conversations spontanées, mais qui ont été filmées dans une salle choisie donc exprès pour l'enregistrement, parce que j'aurais bien aimé filmer les étudiants pendant des pauses à l'université, par exemple à la cantine, pendant leur pause déjeuner, mais il y avait trop de bruit, donc ce n'était pas possible. Donc, en fait, j'ai dû demander de converser dans une salle où il n'y avait pas de bruit autour d'eux. Et ensuite, qu'on a analysé une seule tranche d'âge, parce que sinon, ça aurait été un travail trop vaste. Donc, dans ce travail-ci, je me concentre donc sur cette tranche d'âge-là. Donc ici, j'ai mis quelques exemples des régulateurs discursifs verbaux qui apparaissent dans mon corpus. Il ne s'agit pas de tous les régulateurs, mais dans quelques exemples. Donc en français, on a par exemple « Ah ok, d'accord »,« Ah ouais »,« Ah oui, bah ouais »,« D'accord »,« Oh, ouais, oui, totalement »,« Voilà »,« Wow »,« Yep ». Et en japonais, on a « Ah »,« Asoka », donc c'est-à-dire « Ah bon », et qui est une expression de surprise, hi, qui veut dire oui, hi, oui, honmani, c'est vrai, majide, c'est vrai, naruhodo ne, donc je vois, o, donc o, so, qui veut dire oui, so, oui, so dana, c'est ça, tashikani, en effet, et qui veut dire oui. Donc ça, en ce qui concerne les régulateurs verbaux. Donc ensuite, donc on a dit que les hochements de tête sont également considérés comme des aizuchi, des régulateurs discursifs. Donc j'ai mis ici quelques travaux sur les mouvements de la tête. Donc on a les travaux de Birdwistel qui fait une distinction entre hochement de tête complet de haut en bas ou de bas à haut, demi-hochement de tête vers le haut ou vers le bas, petit rebond à la fin d'un hochement complet ou d'un demi-hochement, balayage latéral et arrière complet, qui peut contenir un hochement de tête ou un demi-hochement de tête, ou penchement de tête. Donc, Iwano et ses collègues parlent plutôt de mouvements horizontaux, mouvements verticaux, mouvements penchés, mouvements grands ou petits, mouvements penchés verticaux, mouvements penchés horizontaux. Et ensuite, d'autres chercheurs comme Hadar et Smith prennent également en considération la vélocité et l'amplitude des mouvements. Donc, nous nous basons sur la définition de Stibers, et donc pour les hochements de tête, qui dit que donc un hochement de tête est un mouvement rythmique vertical de la tête consistant à au moins une trajectoire descendante. Généralement, le hochement de tête commence par un mouvement vers le bas. L'intensité et la durée des hochements de tête varient considérablement. Donc, Stibers, dans son travail, ne tient pas en compte de l'intensité et de la durée des hochements de tête, parce qu'elle dit qu'il s'agirait d'un travail à part, en fait, parce que c'est un travail aussi, voilà, très, très vaste et très détaillé. Donc, pour nous, ça va être la même chose, c'est-à-dire que les hochements de tête sont toujours des marques d'un seul type de geste. Et donc, si il y a un hochement de tête, il y en a plusieurs qui se suivent. Donc, jusqu'à quand il n'y a pas de pause, je considère en fait un hochement de tête un seul hochement de tête. Donc, si l'allocuteur hoche la tête une fois ou plusieurs fois sans interruption, pour moi, il s'agit d'un seul hochement de tête plus long.
Donc, en fait, donc, si on commence l'analyse des hochements de tête qui apparaissent donc dans les corpus, je me suis tout d'abord demandé où se trouvent les hochements de tête. Dans la plupart des cas, ils suivent un regard du locuteur vers la locuteur, qui est souvent accompagné d'une formule fatigue en français, par exemple, tu vois. Donc, il ne s'agit pas d'une question, d'une véritable question, mais plutôt voilà, d'une formule fatigue qui appelle un régulateur discursif. Et en japonais, il y a souvent une forme suspensive, donc un verbe à la forme en T. Donc, cette forme est utilisée pour enchaîner plusieurs actions. La conjonction kedo, le filaire nanka ou la particule finale sa, etc. Donc, quand les regards ne se croisent pas et que le locuteur emploie un hochement de tête, il est parfois occupé dans une autre activité, par exemple s'installer plus confortablement dans sa chaise, manipuler son café, mais il est toujours dans les champs de vision du locuteur. Donc, parfois, quand les regards ne se croisent pas, le locuteur utilise le hochement de tête accompagné d'un régulateur verbal. Donc, je voudrais vous montrer quelques extraits de mon corpus pour en fait vous montrer comment les locuteurs hochent la tête. Donc, ceci est un extrait du corpus français. Donc, il y a 2 étudiants que j'ai nommés, donc je sais pas leur des prénoms, mais donc à droite, avec le pull orange, on a Thomas, et à gauche, on a François. Donc, c'est François qui écoute le discours de Thomas, qui est en train de lui raconter, en fait, de lui parler d'un livre qu'il est en train de lire. Et donc, François hoche la tête plusieurs fois pendant qu'il est en train d'écouter. Je vais donc vous faire écouter. Je ne sais pas si, en fait, en partageant l'écran, je partage l'audio aussi. Je vais faire un test. Non, on n'entend pas pour le moment. Vous entendez? Non. Non, on n'entend pas. Alors, quand vous partagez, il faut recommencer le partage d'écran et cocher les 2 petites cases qui sont en bas là dans le partage. Optimiser le son et la vidéo pour le partage d'écran. ok, alors je vais réessayer. À partager l'audio, oui. Oui. Ok. Ok. Je pense que... Ok, j'y vais. Enfin, en gros, sa problématique. Comprendre comment des individus passent du statut d'homme à statut de combattant. Qui en va jusqu'à donner sa vie, tu vois, pour sa cause. Vraiment. Et donc voilà, et c'est ça sa problématique. Et il y a tout aussi une partie où il écrit justement un petit peu plus, une partie un peu plus ethnographique, tu vois. Cette partie problématique au terrain, partie ethnographique, où il écrit des cas particuliers, il rapporte des bouts d'entretien. Donc, en fait, dans cet extrait, François a hoché la tête 2 fois. Donc, la première fois, il ne regarde pas le locuteur. Il est occupé dans une autre activité, donc s'installer plus confortablement sur sa chaise, mais il hoche la tête et il utilise aussi un régulateur verbal. Et la deuxième fois, en fait, donc il hoche la tête après que Thomas le regarde et qu'il emploie donc la formule fatigue, tu vois. Et donc, il utilise ce signal, ce hochement de tête pour montrer qu'il a compris. Et on a à peu près la même chose en japonais aussi. Donc, même si vous ne comprenez pas ce qui est dit, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous montrer donc comment la fille sur la gauche, qui est celle qui écoute, donc celle avec son café, hoche la tête plusieurs fois. 全部が活性てくるからさ、珍しく選択問題になったけど、文法的な、形容詞の活用みたいな。そう。Donc voilà, ça c'était juste en fait pour vous montrer les hochements de tête, mais je reviendrai après sur un autre extrait avec une transcription, donc où ce sera plus simple de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc les fonctions des hochements de tête que j'ai retrouvées donc dans mon corpus en français et en japonais donc sont différentes. Donc en français, on a donc encouragement.
Donc, pour l'encouragement, on a les hochements de tête simples, donc sans verbalisation. Hochement de tête plus et hochement de tête plus oui. Compréhension, donc on a hochement de tête plus ah ouais, hochement de tête plus plus ouais, plus ah ok d'accord, plus ah oui, plus d'accord, plus ok, plus oui oui. Ensuite, pour la politesse, on a les hochements de tête simples. Et sur cela, on va revenir à la fin, parce que c'est très important et intéressant à mon avis. Et ensuite, donc pour l'empathie, on a hochement de tête plus bah oui. Accord, donc pour montrer qu'on est d'accord, hochement de tête plus voilà, plus oui totalement, plus mais oui, ouais, ah bah oui, ouais, bah ouais. Hochement de tête plus ouais, c'est vrai, et hochement de tête plus ouais, c'est ça. En japonais, donc pour l'encouragement, on a hochement de tête simple et hochement de tête plus qui se traduit par et hochement de tête plus qui est oui. Donc, un peu comme en français, à peu près la même chose. Pour compréhension, on a hochement de tête plus naruhodo, donc je vois, plus donc oui, plus asso, donc ah oui, hochement de tête plus a, hochement de tête plus a, donc ah oui, hochement de tête plus asso, ah je vois, et hochement de tête plus soyu kotone, donc ah oui, c'est ça, hein, oui. Et empathie, on a hochement de tête plus soyana, donc c'est ça. J'ai aussi retrouvé la fonction émotion, donc en fait le locuteur montre d'être surpris pendant donc le discours de l'autre, mais ne prend pas la parole. Et en français, ça se fait plutôt à travers des régulateurs verbaux et pas qui ne sont pas accompagnés d'un hochement de tête, mais en japonais, donc j'aurais trouvé hochement de tête plus sonana, donc ah bon. Et ensuite, pour montrer son accord, on a donc hochement de tête plus asso, tashkani, donc ah oui, en effet. Hochement de tête plus so, oui, et hochement de tête plus sodana, donc c'est ça. Donc, pour vous montrer comment j'ai donc repéré les fonctions du hochement de tête, je voudrais vous montrer cet extrait en japonais. Donc, je vous montrerai ensuite la transcription. Mais tout d'abord, donc j'aimerais que vous regardiez donc comment ça se déroule, donc comment cette conversation se déroule. Donc dans cet extrait, le garçon sur la droite, donc avec le t-shirt blanc, raconte sa journée d'hier, et le garçon donc sur la gauche avec ses lunettes écoute. Donc, il emploie beaucoup de régulateurs discursifs pour montrer qu'il est attentif. Donc, en fait, j'aimerais que vous regardiez d'abord cet extrait et puis on verra donc la transcription avec les différentes fonctions des hochements de tête. Donc, lui, sur la gauche, c'est la personne qui écoute le discours. 俺めっちゃクソの生活しちゃって、寝たの3時で起きたら11時半や。そっから起きて腹減ったなと思って即席ラーメン作って食ってで、ずっと食うたりしとったんやけど、晩飯に王将行こうと思って、王将行ってなんか俺王将のアプリ持ったんやけど、クーポンで2人前の餃子頼んだら1人前のも頼んになりますみたいな見て、これ使おうと思って行ったら、王将行ったら餃子売り切れです。みんな考えてふざけんなよ。Donc, comme vous pouvez le voir, donc il emploie vraiment beaucoup de régulateurs discursifs. Donc, on va voir un peu la transcription de cet extrait. Et les deux interactants, donc pour transcrire, déjà, j'ai utilisé la méthode de transcription développée par Jefferson en 1960. Donc, les deux interactants que j'ai nommé Aki et Daisuke. Donc, Aki, c'est le garçon qui raconte et Daisuke, c'est celui qui écoute. Donc, ici, on a ouverture de la séquence. Donc, il commence en disant hier soir et tout de suite, on a le hochement de tête accompagné du régulateur verbal. Donc ici, la fonction est d'encouragement parce qu'on n'a pas d'information, on a juste en fait hier soir, donc la séquence qui s'ouvre et donc la personne qui écoute qui dit et avec un hochement de tête pour montrer oui, tu peux continuer, je t'écoute, je suis là. Donc ensuite, on a une répétition. Hier, on a une expansion de cette séquence avec une information.
où en fait le locuteur donne une information, on va dire, sur la vie un peu déréglée qu'il a en ce moment. Et donc, après l'information, on a hochement de tête avec encore une fois. Et donc, ici, pour moi, la fonction est de compréhension parce qu'il y a eu une information. Donc, le locuteur a communiqué une information et le hochement de tête avec le régulateur verbal dit, en fait, c'est bon, j'ai compris. Donc, il continue à parler et il clôture la séquence qu'il avait commencé avant. Donc, je me suis endormie à 3 heures. Et donc, il y a une pause. Donc, ici, il y a hochement de tête, mais c'est la personne qui parle qui hoche la tête et pas la personne qui écoute. Et donc, il y a une pause peut-être dans laquelle le locuteur attend un régulateur, une réaction. Mais cette réaction est retardée. Donc, ici, on a le locuteur, donc Daisuke, qui écoute, qui commence à faire une évaluation. Donc, on a kekko, c'est comme beaucoup, très, assez. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'un régulateur discursif parce qu'on a dit que les évaluations n'appartiennent pas à la catégorie des régulateurs discursifs. D'ailleurs, donc, comme cette réaction est produite à retard, il y a un chevauchement avec le discours du locuteur qui recommence à parler. Et il y a donc ensuite une réparation. Donc, quand je me suis réveillée, il était 11h30. Et ici, on a hochement de tête avec « naruhodo ». Donc, qui veut dire je vois, je comprends. Donc, compréhension. Donc, les locuteurs continuent à parler. Après, on a un régulateur verbal, son hochement de tête, hi, encouragement, je me suis réveillée. Donc, ici, on a le hochement de tête. Donc, pour moi, c'est encouragement parce que même si on a une information, ce n'est pas une information nouvelle. Parce qu'il avait déjà dit qu'il s'était réveillé. Donc, le locuteur écoute et il encourage la progression du discours. J'avais faim. Donc, encore une fois, hochement de tête avec donc compréhension. J'ai préparé des ramen instantanés. Et encore une fois, on a hochement de tête avec donc compréhension et encouragement. Donc, pourquoi encouragement ici? Parce que la locuteur sait que c'est une séquence qui va continuer parce que le verbe est à la forme suspensive, la forme T, qui indique que il y aura plusieurs actions qui vont s'enchaîner. Donc, justement, j'ai préparé des ramen instantanés, j'ai mangé, encore une fois, hochement de tête avec et après, on a l'ouverture d'une nouvelle séquence et bon, j'ai passé l'après-midi en mangeant, donc on a une information, régulateur verbal, encore une fois, hochement de tête avec Pour le dîner, ici, on a un hochement de tête simple. Donc, on encourage la progression du discours. J'ai pensé d'aller chez Osho. Osho, c'est une chaîne des restaurants au Japon. Et donc, on a une information. Et ici, un régulateur verbal, hi. Je suis allée chez Osho, donc on ouvre la séquence. Et donc, on a un hochement de tête, encore une fois, qui donc indique compréhension de l'information et encouragement parce qu'on a donc la particule nanka. Donc, on a une expansion de cette séquence parce que donc le locuteur donne une information complémentaire. Il dit, j'ai l'app de Osho, mais il y a un regard vers le locuteur et le locuteur hoche, non pas hoche la tête, pardon, utilise un régulateur verbal, donc de compréhension et d'encouragement. Donc, la séquence continue avec un coupon et on a un autre hochement de tête, encouragement. Si tu commandes des gyoza pour 2 personnes, encore une fois, hochement de tête régulateur, encouragement. Avec le coupon, une portion est gratuite. Donc, on a une information. Et ici, on a mechai, oh, trop cool. Donc, même dans ce cas-là, il s'agit d'une réaction parce que donc c'est un commentaire, une évaluation, c'est pas un régulateur discursif. Donc, j'ai pensé d'utiliser ce coupon, ouverture de la nouvelle séquence. Ici, on a encore hochement de tête avec donc compréhension, encouragement. Je suis allée chez Osho, information, donc hochement de tête, compréhension, encouragement. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de gyoza, donc ils donnent l'information principale et ensuite il y a des réactions, donc il rigole, etc.
Donc, j'ai trouvé cette séquence intéressante parce que, donc, effectivement, il y a un nombre élevé de régulateurs discursifs de la part de l'allocuteur japonais, et aussi parce qu'on peut bien saisir la différence entre régulateur et réaction. Alors, j'ai mené des analyses quantitatives de hochement de tête dans les deux corpus. Donc, pour l'instant, c'est vraiment des analyses quantitatives, on va dire presque manuelles, où j'ai calculé sans faire d'analyse statistique. Donc, c'est vraiment un calcul brut des nombres total des régulateurs en français et en japonais. Donc, en français, on a donc 546 régulateurs et en japonais sur en fait une durée totale de 92,30 minutes de conversation, et en japonais on en a 777. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait le nombre de hochements de tête sans verbalisation en français a été de 291, et donc le 53,2%. Donc un peu plus que la moitié des régulateurs étaient des hochements de tête silencieux, sans verbalisation. Alors qu'en japonais, les hochements de tête sans verbalisation étaient 264, donc le 33,9%. Donc, il y a quand même une différence. Donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et dans un premier moment, je me suis posé la question, j'ai dit peut-être c'est parce que le japonais se regarde moins et utilise donc un nombre majeur de signaux verbaux. Donc, c'était mon hypothèse. Mais cette hypothèse s'est révélée fausse parce que le temps passé à se regarder mutuellement dans les deux langues a été égal, donc environ 23 minutes, aussi bien en français qu'en japonais, sur 92,30 minutes. Donc, et ensuite, je me suis dit que c'est peut-être dû à une différente conception de la politesse. Donc, effectivement, je me suis dit que le hochement de tête silencieux pourrait être considéré moins envahissant pour le territoire de l'autre de la part d'un locuteur français. Et pour les locuteurs japonais, par contre, ce serait plus poli de montrer son soutien à son intérêt de façon plus active, donc avec des verbalisations aussi. Effectivement, cela pourrait rejoindre la théorie des idées sur le discernement, qui a été une critique à l'universalité de la politesse linguistique qui avait été théorisée par Brown et Levinson. Donc, petit rappel, Brown et Levinson, en fait, il reliait la notion de politesse linguistique à celle de face. Donc, en fait, pour eux, chaque individu a une face positive et une face négative. Donc, chaque interlocuteur, on va dire, dans l'interaction. Donc, la face positive consiste à vouloir être flatté, compris, écouté pendant l'interaction, et la face négative relève plutôt de son propre territoire spatial, mais aussi temporel, donc de prise de parole dans la conversation. Donc, on essaie de protéger un peu ce territoire. Et donc, pour eux, cette notion était universelle, elle pouvait s'appliquer pour toutes les langues, mais effectivement, il y a eu des critiques, notamment de la part de chercheurs japonais, dont Matsumoto, par exemple, et Sachiko Ide. Donc, Sachiko Ide parlait de discernement et disait qu'il fallait, dans les cas du japonais, prendre en considération aussi celles qui étaient les attentes de la société. Donc, la notion de face était une notion un peu trop auto-centrée pour un locuteur japonais. Donc, il fallait prendre en considération aussi ce que la société attend. Et donc, j'ai pensé qu'effectivement, donc, cela pourrait s'appliquer dans les cas des hochements de tête en français et en japonais. Donc, pour un locuteur français, il serait plus poli d'écouter de façon silencieuse, donc en hochant la tête sans utiliser beaucoup de régulateurs verbaux. Et pour un japonais, il serait par contre plus important d'utiliser, plus poli, plus intéressant, plus important d'utiliser aussi des régulations, une régulation verbale. Et effectivement, il y a eu des études, dont notamment celle de Lebra et de Mizutani, qui disaient que c'était des études sur les locuteurs anglophones, qui disaient que quand, en fait, au moment d'interagir avec des locuteurs japonais, ils considéraient l'emploi massif de ces régulateurs verbaux comme des interruptions. Et donc, voilà. Je pense que donc mon interprétation de cette différence est effectivement liée à la politesse. Donc, c'est des analyses qui sont un peu à un stade un peu initial, qui doivent être intégrées sûrement par des analyses statistiques et avec d'autres types d'analyses. Mais pour l'instant, c'est les résultats que j'ai. Et j'ai mis quelques éléments, donc voilà, de la bibliographie.
voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Chiara. Écoutez, donc comme il nous reste voilà, un quart d'heure, 20 minutes, là peut-être, on peut peut-être poser, s'il y a des questions parmi donc l'auditoire. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudriez revenir ou voilà, avant qu'on donne la parole donc à Marion Tellier pour la dernière heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions sur les travaux donc, présentés par Chiara? Moi, Oui, alors bonjour Aline, allez-y. Bonjour, ouais. Moi j'avais quelques questions, Chiara, sur ton corpus principalement. Donc je vais te poser toutes les questions, mais parce qu'en fait tout est lié. C'était déjà pourquoi est-ce qu'initialement tu as choisi la conversation spontanée? Est-ce que, comme c'est spontané, ils ont abordé des sujets différents et du coup est-ce que tu as regardé aussi les thématiques qui étaient abordées dans les conversations? Parce que je me dis que peut-être ça peut avoir un impact sur justement cette manière de montrer à son interlocuteur qu'on écoute ce qu'il dit. Est-ce que du coup aussi tu étais dans la salle pour filmer? Parce que je me dis donc conversation spontanée, mais si tu es là pour les observer, ça peut aussi peut-être les gêner un peu. Et le dernier truc, toujours pareil sur ton corpus, c'était aussi, je me demandais quel est en fait le niveau de familiarité des gens qui échangent entre eux, parce que tu as dit que c'était des camarades de l'université. Mais parce que moi, je sais très bien que personnellement, en tant que Française, si je suis en train de discuter avec vraiment un ami, quelqu'un que je connais bien, je vais bien sûr interagir différemment de si c'est juste un camarade de promo. Ouais. Oui, alors, alors, en ce qui concerne les thématiques, il y en a eu différentes. D'abord, tu m'as demandé pourquoi j'ai choisi la conversation spontanée, parce que en fait, tout ça, en fait, la volonté de mener cette étude est née quand j'étais au Japon lors de mon master en études japonaises. En fait, justement, je suis allée au Japon pour faire une année de master et j'ai remarqué que je ne savais pas interagir en japonais, c'est-à-dire je connaissais la grammaire, je connaissais un peu le lexique, mais justement je me sentais un peu frappée par tous ces régulateurs verbaux que les Japonais utilisaient au moment de converser. Et je ne comprenais pas, je n'avais pas appris ça à l'université. Et donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'effectivement, ça s'appelait Aizuchi, et c'était quelque chose de très culturel. Donc effectivement, moi en ce moment, je mène cette recherche parce que dans le futur, j'aimerais développer plutôt des pistes didactiques pour l'enseignement de ces régulateurs, aussi bien en français qu'en japonais. Qu'en japonais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la conversation spontanée parce que pour moi, en fait, on apprend une langue pour communiquer, pour converser, surtout. Et tu m'as demandé si j'étais dans la salle. Non, en fait, j'ai placé la caméra et non, j'allais en fait à un autre endroit parce que je voulais pas les gêner, je voulais pas qu'ils voient que je les observe. Donc, non. Et le niveau de familiarité. Donc, ce que j'ai demandé de faire aux participants, je leur ai demandé eux-mêmes de choisir un camarade. Je pense que justement, le contexte universitaire est différent d'un contexte, par exemple, je sais pas, de deux amis qui discutent autour d'un apéro chez eux. Donc, il s'agit toujours d'un contexte universitaire. C'est eux qui ont choisi le camarade avec lequel converser. Donc, je pense que quand même, c'est un camarade avec lequel ils ont un certain niveau de familiarité. Mais je pense que ce n'est pas quand même le même niveau d'un ami proche avec lequel on sort dans un bar ou on va, je sais pas, prendre un apéro chez lui ou chez nous. D'accord. Alors, je vois que dans le chat, il y a une question. Je vais me permettre, Charlotte, de poser votre question, puisque vous n'avez peut-être pas de micro. Donc, en fait, dans le chat, Charlotte demande est-ce que la différence est seulement culturelle ou avez-vous noté, donc, c'est la question sur les variations culturelles, des différences entre hommes et femmes, donc également au niveau du sexe des participants. Oui, alors je pense que ça, c'est quelque chose que je dois prendre en considération. Je n'ai pas encore effectivement analysé cela, mais en japonais, donc il y a un tas d'études sur les régulateurs discursifs, sur les Aizuchi, et on sait qu'il y a des différences entre les Aizuchi que les hommes et les femmes emploient. Dans les variétés d'Aizuchi employés, donc sûrement il y a des différences en japonais. Il faut regarder ça en français aussi. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais que je compte sûrement faire. D'accord. Marion, vous vouliez, vous mettez, j'aurais des questions aussi, donc allez-y Marion. Oui. Merci Chiara pour cette présentation très intéressante.
Alors, j'avais des questions qui étaient assez proches de celles d'Aline, donc c'est bien, je vais pouvoir passer à d'autres questions. Au niveau méthodologique, je me suis demandé s'ils étaient toujours assis côte à côte, vos locuteurs, si c'est quelque chose que vous aviez maintenu constant, parce qu'effectivement, même si vous avez un peu évacué la variable du regard en disant que c'était peut-être pas si fondamental, je me dis quand même qu'elle est côte à côte ou face à face, ça Mm. peut impacter. Oui, alors ils étaient côte à côte, mais il y en avait qui bougeaient. Donc en fait, oui, ça dépend des interactants. Mais normalement, la position donc initiale était toujours la même. Donc ils étaient côte à côte et je mettais la caméra en face. Et il y en avait qui bougeaient et il y en avait qui restaient comme ça. Donc oui, mais la Oui, position au début était la même pour tout le monde. oui, c'est pas confortable de discuter avec quelqu'un côte à côte. Oui, mais ils pouvaient se tourner comme ça. Oui. J'avais une autre question sur les catégorisations des fonctions des hochements de tête, parce que dans l'exemple détaillé que vous nous avez donné, il y avait beaucoup de compréhension, mais finalement, vous n'avez pas tellement parlé de politesse et empathie. Et je me suis demandé comment vous catégorisiez, en fait, quels étaient vos critères pour déterminer ce qui relevait de la politesse et ce qui relevait de l'empathie, et si justement vous aviez fait un peu de contre-codage avec un autre annotateur, un autre transcripteur qui aurait votre guide d'annotation et qui pourrait essayer sur un échantillon de voir si il attribue les mêmes fonctions que vous à votre corpus. D'accord. Alors, pour la politesse, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je pense que, en tout cas, donc les régulateurs discursifs sont un indice de politesse en ce qui concerne la mise en valeur de la face positive de l'interlocuteur. Et donc, pour les hochements de tête sans verbalisation, donc j'ai interprété cela comme donc une expression de politesse en français, donc de ne pas vouloir envahir le territoire de l'autre. Donc ça pour la politesse et pour l'empathie. Donc ce que moi j'ai tenu en considération était si donc les locuteurs communiquaient un ressenti. Donc pas une information simple, mais un ressenti. Et donc de l'autre côté, il y avait une volonté de montrer qu'on comprend, qu'on se ressenti et qu'on empathise avec l'autre. Par contre, je n'ai pas fait de compte-codage, mais je pense que ce serait très intéressant, effectivement. Oui, 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 oui. Je vais noter ça, oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors, je vois qu'il y a une question de Mina qui demande si dans vos relevés, Chiara, vous avez remarqué une sorte de régularité séquentielle dans la production des types de hochements. Sur tes régularités séquentielles. Alors, j'ai déjà remarqué effectivement, mais pour cela, je voudrais plutôt, je pense que ce serait intéressant de mener des analyses plutôt statistiques. Mais je suis à la recherche d'un test statistique. Effectivement, je ne sais pas, je n'ai pas encore compris quel type de test mener. S'il y a des suggestions, je suis très contente parce qu'effectivement, je voudrais voir si, enfin, comment dire, effectivement, s'il y a ce type de régularité dans la séquence. Mais je pense que pour cela, ce serait plus intéressant, voilà, de mener des analyses statistiques plutôt que de calculer ça manuellement. Je crois, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Et justement, c'est des choses sur lesquelles je m'interroge en ce moment. Moi, j'en ai peut-être une. Oui, bonjour Chantal. Bonjour, je suis arrivée pas de souci. à temps, donc on ne s'est pas salué. Je voulais juste savoir, Chiara, vous avez parlé de Brown et Levinson, etc., mais les études récentes sur la politesse, ils mettent en cause un peu ces positions des uns des autres, même celui d'idées, discernement, etc., puisqu'on parle de l'impolitesse également, politesse avec des personnes, enfin les travaux de Kadar, de Watts, enfin, est-ce que vous les prenez en considération
ou vous dites simplement c'est pas tout à fait des catégories que je peux inclure dans mon cadre théorique, mais en tout cas là il manque peut-être quelque chose, en tout cas des précisions. Oui, oui, c'est sûrement à approfondir. Oui, oui, oui. Donc, en fait, ça, c'est les résultats. Comme je disais, en fait, c'est des analyses qui sont à un stade un peu, on va dire, qui commencent, mais qui sont sûrement à approfondir. Donc, moi, j'ai trouvé intéressante la critique à la théorie de la politesse de idées. J'ai trouvé que ça pouvait s'appliquer aux résultats de mes analyses. Mais oui, j'ai lu aussi des choses sur l'impolitesse et j'ai lu en ce moment et je pense que c'est sûrement à approfondir et oui, oui, oui. Et en tout cas, dans l'état de l'art sur la politesse, je prendrai en compte de tous les travaux, bien sûr, et aussi ceux les plus récents. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres précisions? Donc, Sacha Gazal, inclurez-vous une composante culturelle dans l'analyse autre que la politesse en ce qui concerne les différences de résultats entre le français et le japonais? Bah, déjà, en fait, rien que les faits qu'en japonais, il y a un terme aizuchi qui circule dans la vie quotidienne au Japon et que tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'un aizuchi est un point de départ important, moi, je pense. Et c'est quand même, ça représente une composante culturelle, moi, je trouve, parce que si ici en France, je demande à des locuteurs qui ne sont pas des linguistes qu'est-ce que c'est qu'un régulateur discursif, personne va comprendre, alors qu'en japonais, oui. Et donc, je pense que ça, déjà, il faut sûrement le prendre en considération. C'est pour cela aussi que j'ai voulu mettre l'étymologie de ce terme. Donc, je pense que déjà, voilà, le mot aizuchi en soi, ça peut représenter une composante culturelle, effectivement. Très bien. Oui. Il y a également une question. Oui, Vous voyez le chat en même temps, hein, Isabelle Monin, donc je la lis à voix haute pour l'Assemblée. Donc, est-ce que dans votre corpus, il y a des conversations avec de forts désaccords à un moment donné, et donc une modification des régulateurs discursifs et de la politesse linguistique? Alors, je n'ai pas eu de fort désaccord dans les conversations que j'ai analysées, mais je pense que je comprends pas trop bien la modification des régulateurs discursifs. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Donc, Isabelle Monin. Alors, oui, je précise, pardon. C'est-à-dire que donc on a certainement donc on parlait tout à l'heure vous parliez d'empathie, de politesse linguistique, d'empathie, etc. Mais dans le cadre d'un désaccord ou d'un débat, est-ce que on observe autre chose ou une modification de ces régulateurs, moins d'empathie ou moins d'écoute de l'autre, une façon peut-être d'entrer plus du coup dans le territoire ou de s'imposer plus d'une manière soit physique, soit au niveau des propos ou Mais est-ce que ça serait pas du tout. des régulateurs dans ce cas-là? Vous voulez dire si en fait on montre qu'on n'est pas d'accord? Oui, et peut-être qu'on montre qu'on n'écoute plus finalement. Une dysrégulation dans ce cas-là. Bah oui. Ouais, non, c'est vrai, on sort presque de là, puisque le régulateur est là pour créer une sorte de cohérence. Donc, oui, et en fait, pour les locuteurs japonais, en fait, dans l'étude sur laquelle je me base pour donner la définition des aizuchi et donc des régulateurs discursifs, ils disent que les aizuchi, les régulateurs, sont toujours positifs. Donc, quand c'est négatif, ce n'est pas un régulateur. C'est pas un régulateur, d'accord. Merci. Merci de la question. Moi, j'avais une toute petite question, en fait, assez générale. C'est sur, finalement, comment le locuteur va adapter son discours en fonction du type donc de régulateur discursif ou de l'absence de régulateur discursif produit par l'allocuteur. C'est-à-dire en temps réel, est-ce qu'il y a du coup, puisque comme je le comprends, et d'ailleurs je reviens sur la question que Marion a posée, je trouvais ça tout à fait intéressant au plan méthodologique, mais quelque part aussi au plan d'intercommunication. Est-ce que ce n'est pas un biais quand même d'avoir positionné vos deux, enfin le locuteur et l'allocuteur côte à côte, puisque a priori, est-ce qu'on ne s'attendrait pas plutôt à ce qu'ils communiquent face à face? Et donc, du coup, moi, ça m'a amené à poser la question,
dans quelle mesure, si finalement ce que le locuteur attend comme régulateur verbal de la part de la locuteur, s'il ne les obtient pas, ou s'il y a une absence peut-être, hein, imaginons dans un cas peut-être interculturel, ou voire même de pathologie peut-être, hein, de difficulté à s'adapter, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le locuteur adapte à ce moment-là, ou est-ce que ça va avoir son discours, ou est-ce que ça va avoir un impact sur la compréhension? Enfin, voilà, bon, c'est très général hein, comme question. Vous avez peut-être Oui, oui. Moi, en fait, déjà pour l'histoire du positionnement des Oui, interactants, ça m'intéresse aussi. j'ai trouvé ça plus intéressant parce que j'ai pensé si je les mets un en face de l'autre, ils vont sûrement se regarder en fait, alors qu'ici, ils ont le choix. Et je pense que c'est ça aussi intéressant parce que dans mon hypothèse initiale, en fait, moi, je pensais que le japonais se regardait moins. Et ça aurait été intéressant de voir s'ils se tournaient l'un vers l'autre ou pas. Donc, effectivement, dans l'extrait que je vous ai montré, les deux garçons ne se regardent pas. Mais sinon, après, j'ai pu remarquer que c'était à peu près la même chose en fait en français et en japonais. Donc, ils avaient cette liberté de se regarder ou de ne pas se regarder. Et donc, en fait, de manière assez générale, dans les deux langues, il y avait des interactants qui se tournaient, qui se regardaient. Et même en français, j'ai eu des cas comme ces interactants que je vous ai montrés en japonais tout à l'heure, où ils ne se regardaient pas trop. Donc ça pour le regard. Et bah, pour l'histoire des désengagements de la conversation, bah oui, je pense que c'est ça. S'il n'y a pas de régulateur, effectivement, ça peut amener à un échec de la conversation. Mais je pense que ici, donc dans ce cas-là, en fait, ils savaient qu'ils étaient enregistrés et qu'ils devaient converser pendant 20 minutes. Donc, je pense qu'ils faisaient des efforts. Je pense que, mais c'est ça aussi, c'est une limite, on va dire, dans le sens où les conversations, oui, sont spontanées, mais ils savent qu'ils sont enregistrés et que donc, il y a des pauses, à des moments, il y a des pauses où les deux ne parlent pas parce que peut-être l'autre a terminé son discours, mais je pense qu'en fait, c'est, comme ils savent d'être enregistrés, ils font quand même des efforts pour écouter ou pour maintenir la conversation vivante, on va dire. Non, non, c'est une question générale. Oui, De façon théorique, est-ce que finalement, ça amène peut-être le locuteur à réitérer ce qu'il était en train de dire s'il n'obtient pas justement finalement le régulateur verbal attendu à un moment donné? J'imagine qu'il y a cette analyse faite par le locuteur de la réaction finalement de la locution. oui, oui, et ça se voyait dans l'extrait que je vous ai montré, effectivement, au tout début. Donc, le garçon qui est en train de raconter sa journée, à un moment donné, fait une pause parce qu'il s'attend. En fait, il dit, je me suis endormi à 3 heures. Et donc, il attend que l'autre qu'il emploie soit un régulateur ou soit une réaction, mais il n'y a rien. Et donc, il recommence à parler, il a la réaction retardée, donc il y a un chevauchement. Je pense qu'à certains moments, il y a justement les pauses qui appellent, on va dire, ces régulateurs, qui montrent qu'on a besoin d'un régulateur pour savoir que l'autre personne est engagée dans la compréhension du discours et continuer à parler. Mais ça peut mener à des échecs, effectivement, si l'autre personne n'écoute pas, il y a des échecs dans la conversation. C'est pour ça que ces signaux sont très importants. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ou sinon, bon, je vois que pour le moment, non. Pas de réaction dans le chat. Bah, écoutez, Chiara, on va vous remercier, puis on va passer la parole. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très clair, très intéressant. Et on va passer la parole bien, à Marion. Voilà. Donc, merci, Chiara. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Vous le voyez bien? Parfait. Bah, moi, tout du moins, je le vois parfaitement, oui. C'est bien. Donc, merci, merci Chiara de m'avoir... Oui, très bien. Merci. Merci Chiara de m'avoir invitée pour ce séminaire et puis merci au laboratoire Modico de m'accueillir virtuellement ce matin et je suis très heureuse d'être là parmi vous, même si j'aurais préféré vous voir en vrai. Mais c'est pas grave, on va quand même discuter un petit peu ensemble et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'adaptation gestuelle que l'on peut faire en fonction de son interlocuteur et notamment dans le cas de la communication exolingue, c'est-à-dire quand on s'adresse à un locuteur non natif, apprenant de la langue, qui a plus de difficultés potentiellement à comprendre ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'on change sa gestuelle? Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi je suis didacticienne du FLE à la base, mais je suis aussi gestualiste.
Donc j'aime bien croiser en fait ces deux aspects, regarder la gestuelle, alors beaucoup dans l'enseignement du français langue étrangère, mais aussi voilà, dans des conversations entre locuteurs de langues différentes. Et donc l'adaptation gestuelle m'intéresse beaucoup. Donc le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, il a été fait en collaboration avec ma collègue Gail Stam de National Louis University à Chicago et puis Alain Guillot du laboratoire Parole et Langage. C'est un travail qui a commencé il y a très longtemps. C'est un corpus qu'on a recueilli il y a plus de 10 ans, sur lequel on a passé beaucoup de temps avec une annotation extrêmement exhaustive. Et donc ces dernières années, ça m'est arrivé de présenter des résultats de ce corpus, mais très partiels ou très qualitatifs. Et voilà, là on va bientôt publier un gros article qui rassemble vraiment tous les résultats, notamment quantitatifs de cette recherche. Donc vous allez avoir la primeur de ces résultats puisque l'article n'est pas encore sorti. Donc dans la conversation, on s'ajuste à l'autre et c'est très bien que finalement Chiara soit passée avant moi parce que effectivement la conversation c'est une activité conjointe où les interactants montrent des signes de leur compréhension, comme l'a expliqué Chiara, mais aussi parfois des signes de leur incompréhension. Et en fonction de ces signaux, eh bien, le locuteur va adapter, réguler son discours. Alors, ça nous a intéressé de regarder ce qui se faisait du côté de la Communication Accommodation Theory, qui justement nous explique comment les locuteurs modèlent leur discours pour leurs interlocuteurs. Dans ce cadre-là, on peut considérer que le foreigner talk, donc le langage adressé à l'étranger, est une forme d'accommodation, puisque, je vais vous décrire ça tout à l'heure en détail, quand on parle à un étranger, on va faire des ajustements, notamment au niveau verbaux et vocaux. Alors, il y a peu d'études dans le cadre de la Communication Accommodation Theory qui prennent en compte la gestuelle. Voilà, on va plutôt regarder les ajustements au niveau verbaux et vocaux. Et finalement, il y a quelques études dans ce cadre spécifique qui vont prendre en compte l'imitation gestuelle, la reproduction de gestes par l'interlocuteur. Mais finalement, c'est un aspect qui a été assez peu étudié. Et il n'y a pas d'études dans ce cadre-là sur l'adaptation gestuelle en fonction des besoins de compréhension ou des difficultés de compréhension de l'interlocuteur. Donc, je mets un petit peu ça de côté pour l'instant. Donc, le langage adressé à l'étranger, c'est quelque chose qui a été décrit de manière assez intense dans les années 70-80. Donc, c'est des travaux assez anciens qui nous disent que quand on parle à un étranger, donc je vais dire un natif et un non natif pour simplifier, même si voilà, on s'entend bien que ce sont des concepts qui ne sont pas forcément très clairs ou très heureux. Hein. La compétence d'un locuteur natif, c'est assez vague. Mais par simplicité, je vais dire natif et non natif. Donc quand on s'adresse à un non natif, sur le plan verbal, on va faire un certain nombre d'adaptations. On va faire des phrases plus courtes, on va utiliser un vocabulaire plus basique, plus de temps présent, et on va faire plus de répétitions. Sur le plan prosodique, on va articuler plus, on va parler plus lentement, et de manière assez intéressante, on va aussi parler plus fort. Voilà, quand on parle à un étranger, très souvent, on va parler plus fort. Il y a des aspects là qui sont assez proches d'ailleurs de ce qu'on fait dans le langage adressé à l'enfant, hein, dans le baby talk. Dans ce cadre-là, dans les études sur le foreigner talk, alors peut-être parce qu'elles sont anciennes et pour la plupart et se basaient beaucoup sur des corpus audio, en tout cas, on n'a pas vraiment de travaux détaillés sur les adaptations au niveau gestuel. Et voilà, on ne sait pas forcément quelles sont les adaptations ou les changements qui s'opèrent quand on parle à un étranger au niveau de la gestualité. Les gestes coverbaux qui vont nous intéresser justement dans cette étude, moi je les étudie dans le cadre des Gesture Studies, donc c'est un domaine de recherche où on va travailler sur les gestes qui accompagnent spontanément la parole. Donc ces gestes coverbaux, ils ont notamment été beaucoup décrits par David McNeill. On les appelle coverbaux parce que si vous décomposez hein, le nom, ils accompagnent le verbal. Donc c'est vraiment le geste que je suis en train de faire là en parlant, des gestes qui vont vraiment s'articuler avec le verbal. McNeill et puis beaucoup de chercheurs qui sont dans cette tradition théorique-là considèrent que le geste et la parole forment un tout, donc fonctionnent ensemble, un seul et même système, et sont liés à la pensée. Le geste et la parole, quand ils vont être coproduits, ils vont véhiculer une même idée sous-jacente,
mais pas forcément les mêmes aspects. Donc, les gestes peuvent être redondants à la parole. Si je dis, voilà, j'avais un disque de forme ronde comme ça, voilà, mon geste et ma parole sont assez redondants. Par contre, mon geste peut venir compléter des éléments de la parole verbale. Donc, si je dis par exemple, on reste en contact, ou on reste en contact, c'est la même phrase, mais mon geste va compléter le mode de communication qu'on aura. Un exemple plus classique que vous produisez probablement quotidiennement, c'est dire à quelqu'un « tes lunettes sont là ». On ne peut pas dire « tes lunettes sont là » sans faire de geste. Ça n'a aucun sens. Parce que le déictique là, il a besoin d'être ancré spatialement. Donc soit on va faire un pointage, tes lunettes sont là, ou voir un pointage du menton ou du regard pour indiquer à quoi le là correspond. Donc vous voyez que là, le geste et la parole se complètent et co-construisent le sens. Alors, je vais aller un peu vite là-dessus, et si vous voulez, on en reparlera au moment des questions, mais on produit des gestes dans le discours, à la fois pour aider son interlocuteur à comprendre. Donc, quand je dis « tes lunettes sont là », le geste va aider mon interlocuteur à comprendre où est le « là », mais aussi pour faciliter notre propre production langagière. On sait que, par exemple, quand on va être dans des tâches cognitivement complexes au niveau langagier, d'écrire un itinéraire, d'écrire le fonctionnement d'un mécanisme, solliciter la mémoire, l'abstraction, etc., on va souvent produire beaucoup plus de gestes pour s'aider à structurer son discours, à spatialiser les éléments. Et c'est pour ça notamment qu'on fait des gestes quand on parle au téléphone. L'interlocuteur ne nous voit pas, mais la gestuelle nous est utile pour structurer notre pensée, notre discours, notre mise en mots. Donc aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à l'aspect geste adressé à l'interlocuteur et je ne vais pas forcément parler du geste produit pour s'aider soi. Donc les gestes co-verbaux, il y a pas mal de typologies qui existent. Les catégories que je vais utiliser là sont issues des travaux de McNeill. Alors je dis type de geste pour que ça soit peut-être un peu plus compréhensible et plus simple, mais McNeill est un petit peu revenu sur cette idée de typologie. Il parle plutôt de dimension gestuelle. Voilà, donc les frontières sont peut-être un peu moins poreuses que ce qu'on a bien voulu utiliser jusqu'à présent. Mais voilà, je vais vous présenter un petit peu ces types de gestes que je vais utiliser dans cette recherche. Donc j'en ai utilisé, on en a annoté pas mal, mais je vais vous présenter les 5 principaux. Donc d'abord 4 co-verbaux, les déictiques, donc les gestes dont j'ai parlé quand on pointe. Donc possiblement, le plus souvent c'est avec le doigt, l'index, mais on peut aussi pointer avec le menton, avec la main, etc. Des choses concrètes qui sont vraiment autour de nous, tes lunettes sont là, je pointe sur mon bureau, ou des choses abstraites, pointer par exemple dans le temps, hier, demain, ou Paris, Aix-en-Provence, voilà, donc on peut aussi pointer des choses qui ne sont pas dans l'environnement immédiat. Donc ça c'est les déictiques, c'est les plus faciles à identifier. Ensuite on a les iconiques, comme leur nom l'indique, ils vont illustrer des icônes. Donc là, le geste va venir illustrer quelque chose, des propriétés visuelles du référent. Donc là, la jeune fille qui parle, elle est en train d'expliquer le mécanisme d'un appareil où il y a deux parties en fait qui tournent, et elle va symboliser ces parties et le mouvement de ces deux aspects de l'objet par un geste iconique. Mais le geste iconique, ça peut être aussi mimer une action. J'étais en train de conduire, donc je vais mimer tenir le volant. Ou la taille ou la forme de quelque chose. Donc j'ai vu une araignée grosse comme ça. Voilà, donc là, mon geste, il va illustrer la taille. Donc voilà, c'est assez variable. Donc il y a beaucoup d'iconiques, beaucoup de formes. Moi, je trouve que c'est des gestes vraiment très, très intéressants à analyser. Un autre type de geste qu'on peut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les métaphoriques, même si ça a été un petit peu plus controversé, parce que c'est un petit peu plus difficile à identifier. Mais en gros, et la façon dont on les a identifiés dans ce corpus, les métaphoriques, ce sont des gestes qui vont plus souvent accompagner des concepts abstraits. Et on ne va pas illustrer vraiment les propriétés du référent, mais plutôt tenir le concept dans la main. Donc là, quand on voit Hillary Clinton qui parle, peut-être qu'elle dit « mon projet pour les États-Unis », et donc elle tient son projet dans la main. Donc c'est souvent soit des gestes comme ça, soit des gestes comme ça. C'est assez fréquent dans les discours politiques ou dans les discours universitaires, par exemple. On va manipuler pas mal de concepts abstraits.
et on va pouvoir les symboliser ou les opposer en les tenant dans les mains comme ça. Et puis dernier aspect, ça va être les battements, donc des gestes qui vont pas forcément véhiculer du sens au niveau sémantique, mais qui vont rythmer le discours. Donc c'est des choses qu'on a assez souvent dans les discours politiques ou dans les discours publics. On va battre comme ça la mesure. Et les battements, on les trouve aussi souvent superposés sur des métaphoriques. Donc si je parle d'un concept et je vais maintenir mon geste et je vais battre la mesure en fonction de ma parole. Donc ça, voilà, c'est un peu les 4 types de coverbaux principaux qu'on va regarder dans cette étude. Je vous ferai des petits rappels si besoin tout à l'heure en regardant les résultats. Un autre type de geste qui n'est pas un coverbal mais qu'on va prendre en compte aussi, ce sont les emblèmes. Les emblèmes, ce sont des gestes que justement on peut utiliser sans la parole. Alors vous avez vu que les coverbaux, si on a juste un geste comme ça ou un geste comme ça, enfin, c'est difficile de les interpréter si on n'a pas l'accompagnement verbal. Les emblèmes, eux, peuvent être compris sans la parole. Et si vous voyez cette jeune fille-là, on comprend qu'elle dit c'est bon, ça va, etc. Plutôt un truc positif, qu'on utilise d'ailleurs beaucoup dans les visioconférences quand on ne veut pas prendre le micro. Et donc ces gestes-là, ces emblèmes, ils sont plutôt conventionnels, donc leur forme elle est fixe. Ils ont des aspects culturels puisqu'on n'a pas les mêmes partout dans le monde. Alors je vous donne un exemple très, très fréquent d'un geste français, passer sous le nez. Donc voilà, alors tu l'as eu ton bus ce matin? Voilà, donc je peux faire juste mon geste. Ou c'était bien le cours ce matin? Voilà. Ou ça va ton travail? Ras-le-bol. Donc, vous voyez ces gestes-là qui sont partagés par une communauté culturelle, et si on les connaît, on peut les comprendre sans l'accompagnement verbal. C'est un peu comme des expressions idiomatiques. Donc, ils sont compréhensibles sans la parole, même s'ils peuvent être utilisés aussi avec. Alors, on va voir que dans notre corpus, il y a pas mal d'emblèmes parce qu'on les utilise aussi souvent dans la conversation spontanée. Et puis, ça peut aussi mener à des incompréhensions gestuelles. Par exemple, je vous ai mis cet exemple-là, qui est un geste péruvien qui veut dire « je n'ai pas d'argent ». Et celui-là, qui est un geste coréen, qui ne veut, et je crois qu'il s'utilise aussi en Chine, qui ne veut pas du tout dire « argent », mais qui est un cœur, c'est l'amour. On fait un petit cœur avec les doigts. Donc, si on ne maîtrise pas ces codes-là, on ne comprend pas. Donc, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est adapte-t-on sa gestuelle à son interlocuteur? Alors, on a quelques études, donc j'ai fait une petite sélection ici, qui ont tenté déjà de répondre à cette question. Déjà, on a quelques études où on a essayé de travailler sur la condition interlocuteur visible versus invisible. Donc, par exemple, on a mis des participants qui devaient raconter un stimulus qu'ils avaient regardé et qui devaient le raconter à un interlocuteur visible, face à face, et puis refaire la même tâche avec un interlocuteur caché derrière un rideau. Et donc, ça permettait de voir, est-ce que dans la même tâche langagière, on produit autant de gestes ou les mêmes gestes quand l'interlocuteur est visible ou invisible. Et donc, ce qu'on découvre, c'est qu'on produit moins de gestes, notamment moins de gestes iconiques, quand l'interlocuteur est caché derrière un rideau. Il y a aussi des études, et c'est un peu aussi pour ça que je posais la question à Chiara sur l'orientation de ces interlocuteurs, des études où on a manipulé le positionnement des locuteurs dans l'espace. Donc toujours, il faut raconter un stimulus qu'on a regardé, soit un interlocuteur placé à côté de soi, soit en face, voire même à 2 interlocuteurs, un de chaque côté, pour voir si les locuteurs orientent leurs gestes en fonction du cadrage, de la visibilité de leurs interlocuteurs. Et effectivement, on voit qu'on oriente les gestes pour que les interlocuteurs les voient. C'est quelque chose qu'on fait assez spontanément. Si on vous arrête dans la rue et qu'on vous demande des directions, vous allez souvent vous placer à côté de la personne qui vous a posé la question pour lui montrer, voilà, tout droit, à droite, à gauche, pour être dans le même sens de lecture. Donc ça, on adapte un petit peu ça. Donc en fonction de la visibilité, des possibilités de visibilité de l'interlocuteur. Et donc, je vous montre 2 corpus sur lesquels j'ai travaillé où ça se voit aussi de manière intéressante. Dans ce premier corpus, c'était une map task, il fallait compléter des informations. Et les locutrices étaient devant un pupitre. Et on voit qu'à certains moments, notamment quand la compréhension est difficile,
la locutrice qui a les informations qui doit les communiquer à l'autre, elle va faire des gestes, elle va les lever au-dessus du pupitre pour que ces gestes soient bien visibles de son interlocutrice. Autre phénomène qu'on observe beaucoup en visioconférence, on a la possibilité quand on parle en visioconférence, comme je suis en train de faire là, de se regarder en train de parler et de voir justement, de pouvoir vérifier dans la fenêtre de retour si nos gestes sont bien cadrés. Là, c'est un corpus d'interaction didactique entre des futurs professeurs de français et des apprenants de FLE. Et cette prof de français est en train d'expliquer quelque chose. Elle vérifie, on voit à son regard qui est un peu de côté, elle vérifie dans son retour caméra si son geste est bien cadré, parce que son geste va aider à la compréhension. Donc, il n'est pas bien cadré, on ne le voit pas. Et une fois qu'elle a revérifié ça, qu'elle a bien recadré, hop, elle regarde à nouveau en face son interlocuteur et son geste est bien cadré dans sa fenêtre. En tout cas, un peu mieux cadré. Donc, on voit qu'on fait attention à la visibilité de ses gestes, de manière peut-être sans doute inconsciente, mais en tout cas, on adapte à son interlocuteur. On a aussi l'étude de Debras et Beaupoil-Ourdel en communication exolingue qui ont regardé les reprises gestuelles dans ce type de conversation. Donc, comment on reproduit les gestes de son interlocuteur pour établir ou pour maintenir du common ground, du savoir partagé. Mais par contre, on n'a pas vraiment d'études sur la façon dont on adapte ces gestes en fonction du niveau de langue de l'interlocuteur. Donc, la visibilité, la position dans l'espace, etc. Mais est-ce que finalement on change le type de geste qu'on utilise en fonction de si l'interlocuteur va avoir des facilités à comprendre ou pas? Ça, on ne sait pas trop. Donc, je reprends pour synthétiser ce petit cadre théorique. Dans la Communication Accommodation Theory, on sait qu'on ajuste la parole en fonction des besoins de l'interlocuteur, mais on ne sait pas s'il y a des ajustements gestuels. Les études sur le Foreigner Talk nous disent qu'il y a des adaptations verbales et prosodiques en fonction du niveau de langue de l'interlocuteur, mais on ne sait pas s'il y a des adaptations sur le plan gestuel. Les études sur le geste co-verbal nous disent qu'on adresse ces gestes en partie à son interlocuteur, mais on ne sait pas si on prend en compte le niveau de langue ou le niveau de compréhension lié à la langue de l'interlocuteur. Donc, pour répondre à toutes ces questions-là, on a développé ce projet qui s'appelle Gesture in Teacher Talk, où on va justement essayer de répondre à ces questions. Donc, quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'études sur les gestes dans le langage adressé à l'étranger, j'ai un petit peu menti, parce qu'en fait, il existe une étude qui a été faite en 1998, c'est une thèse de Adams, qui avait quand même essayé de comparer dans une tâche de narration de stimulus. Donc, en fait, il avait pris des locuteurs qui devaient regarder un petit dessin animé. C'est un truc qu'on utilise assez souvent en gestuel. Faire regarder un petit dessin animé, c'est Titi et Gros Minet en général. Donc, il y a beaucoup d'actions et quand on le raconte, ça fait produire beaucoup de gestes, en fait. Donc, il devait regarder ce dessin animé et ensuite le raconter à deux interlocuteurs, donc dans deux conditions, un interlocuteur natif, donc un autre américain, ça se passe aux États-Unis, et un non natif, c'était des Coréens qui étaient venus aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Avec l'idée justement de comparer si dans la même narration, les gestes étaient les mêmes en fonction de l'interlocuteur. Les hypothèses d'Adams, c'était qu'avec les locuteurs non natifs, nos narrateurs allaient utiliser plus d'iconiques, donc des gestes qui illustrent, plus de déictiques, des gestes qui pointent, qui sont assez intéressants aussi au niveau de la compréhension. Par contre, moins de métaphoriques, qui sont plutôt des gestes de concepts abstraits, et moins d'emblèmes qui peuvent avoir des variantes culturelles. Donc en gros, qu'ils allaient utiliser des gestes plus facilitants pour la compréhension et qu'ils allaient éviter des gestes qui n'apportent pas grand-chose ou qui peuvent rendre un peu confus la compréhension. Donc ça, c'était ces hypothèses. Il se trouve que dans ces résultats, il n'y a pas de différence significative, à part pour l'utilisation des déictiques, il y a plus de pointage avec les non-natifs. Alors cette étude, elle était super intéressante et elle nous a fait un petit peu réagir et on s'est posé un certain nombre de questions. Donc déjà, on s'est demandé s'il n'y avait pas une limite à la tâche. Parce que dans cette tâche de narration, il y a peu d'enjeux communicatifs. Je raconte un dessin animé que j'ai vu à mon interlocuteur parce qu'on me l'a demandé dans le cadre de cette tâche expérimentale. Si mon interlocuteur comprend ou pas, finalement, ça n'a pas tellement d'importance puisqu'au final, on m'a juste demandé de raconter.
Donc peut-être qu'il n'y a pas assez d'enjeux communicatifs, il n'y a pas forcément besoin de faire des efforts extraordinaires pour que l'interlocuteur comprenne tout ce que je suis en train de raconter. Donc peut-être qu'au niveau de la tâche, il y a des limites. Adams a regardé des types de gestes. Nous, on s'est demandé s'il n'y avait pas autre chose à regarder que des types de gestes, notamment la taille des gestes, la durée des gestes. Donc il y a d'autres aspects qu'on pourrait regarder, en plus du type de geste. On s'est aussi posé la question de la sensibilité des locuteurs, qui étaient des étudiants américains, je ne sais pas en quoi ils étaient étudiants, mais est-ce qu'ils sont sensibles finalement aux interactions avec les non-natifs? Est-ce qu'ils font l'effort vraiment de s'adapter? Est-ce qu'ils ont voilà, l'empathie nécessaire, en tout cas, pour s'adapter au niveau gestuel? Et notamment, est-ce que finalement, si on travaille avec des futurs enseignants de FLE en formation, ça serait pas plus intéressant de regarder leur adaptation parce que eux sont un peu plus sensibles aux difficultés que peuvent avoir des locuteurs non natifs. Et puis on sait, moi ça fait pas mal d'années que je travaille là-dessus, que la gestuelle des enseignants de langue, elle est très particulière, elle est très illustrative, etc. Donc il y a peut-être un savoir-faire en devenir aussi chez ces futurs étudiants, futurs enseignants, qu'on pourrait analyser. Bon, j'espère que ça va toujours pour vous. Donc, je vais passer maintenant à la partie méthodologique de ce projet. Donc, voilà comment se passe ce recueil de données. On a donc des futurs enseignants de FLE. Donc là, on en a une avec une petite boîte dans laquelle on a mis des papiers sur lesquels il y a des mots à tirer au sort. Et ces mots, il y en a 12. Il y a 4 mots abstraits et 8 mots concrets. Je vous dirai lesquels après. Et elle doit les faire deviner à 2 partenaires successivement. Un partenaire natif qui est un autre étudiant français dans un autre cursus. Et elle doit le faire aussi avec un non-natif qui est un étudiant étranger. Alors c'était des étudiants Erasmus de niveau B1, B2 qui étaient à Aix pour un semestre d'études en général. Donc elle le fait une fois avec un interlocuteur natif ou une interlocutrice native et une fois avec une non-native. Alors bien sûr, l'ordre était contrebalancé. Une partie commençait par le natif, puis le non-natif, et l'autre partie, c'était inversé. Donc c'était vraiment une tâche de devinette. Donc j'explique un mot et j'essaye de faire deviner ce mot. Donc les participants, il y avait 10 futurs enseignants de Master FLE, en Master FLE, 10 étudiants français francophones qui faisaient l'interlocuteur natif, et 10 apprenants de FLE, des étudiants Erasmus qui faisaient l'interlocuteur non natif. Donc, je vous l'ai dit, il y a 12 mots à faire deviner avec un ordre contrebalancé. Et les consignes étaient de ne pas utiliser de mots de la même famille. Donc, on ne fait pas deviner rapidement en utilisant rapide. On n'utilise pas de traduction dans une autre langue. Et puis, il n'y avait pas de restriction temporelle. Donc, ce n'était pas une tâche de rapidité. Ils pouvaient abandonner la tâche, l'explication, si l'interlocuteur non natif ne trouvait pas parce qu'il ne connaissait pas le mot. Ça arrivait. Mais voilà, sinon, ils n'étaient pas pressés par le temps. Donc, les mots à expliquer, on a pris dans différentes catégories grammaticales, 3 verbes, 3 noms, 3 adjectifs et 3 adverbes. Et dans chaque catégorie grammaticale, on avait mis des concepts concrets et abstraits, donc des mots concrets. Alors, c'était des mots assez simples, grimper, emballer, océan, trottoir, râper, user, doucement, rapidement. Et puis dans les mots abstraits, jalousie, se souvenir, approximativement, qui a posé un peu plus de problèmes, et fier. Alors nos hypothèses, puisque ce corpus permet justement d'avoir exactement la même tâche avec les mêmes mots à expliquer, à faire deviner, mais la seule chose qui change, c'est l'interlocuteur. Nos hypothèses avec les non-natifs, c'est que les futurs enseignants vont produire plus de gestes avec les non-natifs. Deuxième hypothèse, ils vont produire des gestes qui durent plus longtemps. Parce que comme on a vu qu'il y a des adaptations au niveau du débit de parole, on parle plus lentement à des interlocuteurs non natifs, on fait l'hypothèse que la gestuelle va être aussi plus lente. Les gestes vont durer plus longtemps, ils vont être moins furtifs. Hypothèse 3, ils vont utiliser plus de gestes illustratifs pour rendre leur discours plus compréhensible. Donc ça, c'est une hypothèse que Adams avait eue déjà en 98.
Donc, on fait l'hypothèse qu'il va y avoir plus d'étiques, de pointage, plus de gestes iconiques qui illustrent quand on est avec des interlocuteurs non natifs. Et donc, de manière parallèle, moins de gestes de l'abstrait, c'est-à-dire les métaphoriques, ou les emblèmes, les gestes culturels, parce qu'ils peuvent induire en erreur, avec les non-natifs. Et hypothèse 5, nos futurs enseignants vont produire des gestes qui vont être plus larges, de la même manière qu'on parle plus fort, on fait l'hypothèse qu'on va peut-être faire des gestes plus grands, pour les rendre aussi plus visibles et un peu pour les assumer vraiment comme technique voilà, d'explication. Voilà ces 5 hypothèses que je vais reprendre une par une. Alors, ça a été le travail assez chronophage, la transcription et les annotations du corpus. Donc, comme on a 10 futurs enseignants qui expliquent 12 mots dans 2 conditions, on a 240 séquences d'explications lexicales qui ont été annotées avec le logiciel Elan. Les dimensions gestuelles, donc les types de gestes, ont d'abord été annotés manuellement par un annotateur et ensuite l'intégralité du corpus a été contre-annotée par 2 codeurs. Donc les 2 codeurs qu'on contre-annotés, c'est ma collègue Elstam et moi. Donc on a revérifié en aveugle les 100% du corpus, des annotations du corpus, et ensuite on a confronté nos commentaires pour être bien d'accord sur l'annotation des gestes. Donc ça a pris quelques années, bon, d'autant plus qu'on ne vit pas sur le même continent et on n'y passe pas tout notre temps. Et voilà. Alors, si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à la notation multimodale et notamment gestuelle, j'ai mis le schéma d'annotation et le guide d'annotation en ligne sur HAL. Donc, vous pouvez le chercher en cherchant Gesture in Teacher Talk. Donc, il y a tout le guide et tout le schéma d'annotation avec vraiment prêt à l'emploi. Donc, si vous ne connaissez pas le logiciel Elan, j'en ai mis un petit bout, mais on verra peut-être un peu mieux tout à l'heure. Donc, c'est un logiciel qui a été développé pour l'annotation des gestes, tout ce qui est en fait kinésique, je dirais. On peut faire les mouvements de tête, les regards, les postures. Donc, ça permet de lire la vidéo ici. On a de quoi lire. On peut même passer image par image, lire des sélections, etc. Et puis, on a des pistes. Et ça se lit comme une partition de musique, c'est-à-dire qu'on lit les choses de gauche à droite, donc dans le sens de lecture. Donc là, je peux lire ma transcription. Alors, je suis un peu loin, mais bon, la terre est faite de terre. Et puis voilà, donc là, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et puis, si on lit comme une partition de musique ce qui se passe au même moment sur les autres canaux, on voit que là, on a des gestes qui sont produits. Donc un métaphorique, un iconique, un métaphorique, un iconique. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, elle ne repose jamais ses mains. Elle enchaîne les gestes. Il n'y a pas de blanc entre les gestes. Et donc, on peut voilà, annoter ce qui se passe au même moment au niveau verbal et au niveau gestuel. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on a annotées dont je ne vous parle pas ici, notamment la direction des regards. Mais on peut en mettre autant qu'on veut. Alors, un autre aspect qu'on a annoté, c'est l'espace gestuel. Donc, pas seulement les types de gestes, mais aussi où les gestes sont produits dans l'espace. Alors, McNeil nous a fourni ce schéma d'espace gestuel qui est assez complexe et qui convient très bien pour les données de David McNeil, qui sont des données de narration, où une personne raconte ce fameux dessin animé dont je vous ai parlé face à la caméra. Donc, c'est quelqu'un qui est assis face à la caméra et qui fait des gestes un petit peu comme ça. Mais il a un certain problème, c'est qu'il n'est pas en 3 dimensions. Donc, si les gestes sont produits avec le bras tendu ou près du corps, c'est la même annotation. Donc, nous, on a un peu modifié ce schéma. On a un peu simplifié aussi. Déjà, on l'a tourné pour le mettre par rapport à nos interlocuteurs qui sont assis de côté. Et puis, donc, on a annoté donc, les gestes qui sont produits dans le centre du corps, vraiment près du tronc, du ventre. Voilà, ceux qui sont dans un espace un petit peu plus large autour du ventre. La périphérie et l'extrême périphérie pour les gestes plus grands. Et puis les gestes qui sont produits avec le bras tendu en direction de l'interlocuteur. Et on en a d'ailleurs pas mal dans ce corpus. Donc, je passe aux résultats quantitatifs que je vais illustrer aussi avec des exemples qualitatifs au fur et à mesure. Donc, avant de répondre aux hypothèses, une première chose qu'on peut regarder qui est vraiment intéressante,
c'est la durée de la tâche dans les deux conditions. Parce que forcément, il y a une difficulté de la tâche qui n'est pas la même en fonction de si on le fait avec un natif et un non natif. Donc là, en rouge, vous avez la durée de la tâche avec des interlocuteurs natifs, donc la durée moyenne des explications. En gros, ça, c'est la durée de l'interaction. On a calculé aussi le temps passé à parler pendant cette séquence d'explication. Alors, la séquence d'explication, elle commence quand la personne tire le papier et dit « alors » et commence à expliquer son mot, et elle se termine quand l'interlocuteur a trouvé le mot. Donc ça, c'est la durée moyenne d'explication, le temps passé à parler pendant cette explication et le temps passé à gestualiser. Et on voit que voilà, la gestuelle, c'est à peu près 50% du temps de parole à la louche. Avec un interlocuteur non natif, la tâche dure beaucoup plus longtemps. Elle dure 3 fois plus longtemps parce que l'interlocuteur non natif passe plus de temps à trouver la réponse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quasiment le même temps de parole et de gestualisation de la part du futur enseignant. C'est-à-dire qu'il fait des gestes à peu près tout le temps quand il parle pour vraiment soutenir son discours. Donc ça, c'est important parce que pour pouvoir comparer les résultats qu'on a dans ces deux conditions, il va falloir ramener à des proportions égales. Hein. Donc l'hypothèse 1, c'était que les futurs enseignants allaient produire plus de gestes avec les non-natifs. Alors, on a calculé pour ça un taux gestuel, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre de gestes produits par rapport au nombre de mots produits. On divise le nombre de gestes par le nombre de mots. Je ne vais pas vous enquiquiner avec des stats mais, ou des chiffres en détail, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une différence significative dans le taux gestuel. Donc, avec des non-natifs, ils produisent effectivement beaucoup plus de gestes qu'avec des natifs. Donc, le taux gestuel est beaucoup plus élevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les natifs, sur les 120 explications de mots, il y en a plus d'un quart qui sont produites sans aucun geste. Alors qu'avec les non-natifs, sur les 120 explications, ça n'arrive que 2 fois. Donc, il est tout à fait possible voilà, d'avoir des explications avec des natifs sans produire de gestes. C'est très, très rare avec les non-natifs. Alors, je vous montre un petit exemple. Elle ne parle pas très fort. Et donc, vous allez tendre l'oreille. Alors déjà, il faudrait que je vais juste faire une petite modification au niveau de mon partage d'écran. Donc, elle ne parle pas très fort. Elle est en train d'expliquer le mot « grimper ». Et elle va parler d'abord avec un natif et ensuite avec un non-natif. C'est intéressant au niveau de la quantité de gestes, mais aussi au niveau du débit de parole et au niveau des adaptations vocales. Donc là, c'est un verbe pour dire monter, par exemple, à un arbre, à une échelle. Grimper. Vous avez vu des petits gestes assez furtifs. Alors, quand on monte quelque part, à un arbre par exemple, c'est un verbe, on dit qu'on... une échelle. Monter. Oui, un peu comme ça. Oui. Voilà, cet exemple-là, il est assez représentatif, hein, une explication qui est un peu plus longue avec le non-natif, des gestes un peu plus grands, comme on va le voir, et puis un peu plus de gestes. Et vous avez vu au niveau du débit de parole, il y a plus de pauses, et elle parle plus lentement. Donc l'hypothèse 2 était que les gestes allaient être plus longs en durée avec les non-natifs. Et là aussi, on a des résultats intéressants. Donc en moyenne, un geste produit avec un natif dure 1 seconde 5, 2 secondes avec un non-natif. Donc ce sont aussi des différences qui sont significatives. Donc les gestes qui sont produits avec les non-natifs sont vraiment plus lents. Voilà, où il reste un peu plus visible, en tout cas un peu moins furtif. Et donc l'hypothèse 2 est aussi validée, hein, de la même manière qu'on parle plus lentement, les gestes sont aussi produits plus lentement, ou en tout cas durent plus longtemps.
Alors, les hypothèses 3 et 4, c'était sur le type de geste. Donc, hypothèse 3, on avait fait l'hypothèse qu'il y aurait des gestes plus illustratifs, plus d'iconiques, plus de déictiques, pour rendre le discours plus compréhensible. Donc, des gestes qui véhiculent plus de sens et parallèlement, moins de gestes métaphoriques, plus abstraits, et moins d'emblèmes, plus potentiellement pouvant lier à des problèmes d'incompréhension. Alors, je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur ce camembert qui présente beaucoup de types de gestes dont je n'ai pas parlé, mais si on veut comparer, là c'est la condition native, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de déictiques, c'est 1% des gestes produits, 22% d'iconiques, 39% de métaphoriques et 8% d'emblèmes. Avec les non natifs, on voit que les déictiques sont beaucoup plus importants, 7%, 26% d'iconiques et 34% de métaphoriques. Par contre, 9% d'emblèmes. Donc tout ça, ça nous dit par rapport à nos hypothèses. Donc l'hypothèse 3, est-ce qu'on utilise des gestes plus illustratifs, plus facilitants? Eh bien oui, effectivement, on utilise plus de déictiques et plus d'iconiques avec des non-natifs, donc des gestes qui vont aider à la compréhension. Cette hypothèse est validée. En revanche, l'hypothèse 4, qu'ils allaient produire moins de métaphoriques et moins d'emblèmes, n'est pas validée. Il n'y a pas de différence significative là-dessus. Donc on en reparlera peut-être aussi à la fin. Ah oui, un petit exemple. Ah oui, j'adore cet exemple, donc je vous le montre parce que on a assez souvent dans ce corpus, et ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir qu'on étudie plus en détail, des situations où nos futurs enseignants, quand ils expliquent un mot, ils disent exactement la même phrase avec les deux interlocuteurs, par contre ils changent leur geste. Donc ça, c'est des exemples qui sont vraiment intéressants à analyser pour nous. Donc là, il est en train d'expliquer le verbe grimper. Et il dit, c'est un verbe synonyme de, petite pause, de escalader. Et la partie entre crochets, là, c'est la partie où apparaît le geste. Donc il dit escalader, et à ce moment-là, il fait un geste métaphorique. Il montre le concept escalader. Avec son interlocuteur non natif, il dit la même phrase, il fait un geste au même moment, mais là, il mime escalader. Donc là, il est vraiment dans un iconique. Donc on voit la même phrase, mais l'interlocuteur change, on illustre différemment ce mot escalader qui peut être problématique pour un non-natif. Alors, l'hypothèse 5, et c'était la dernière, les gestes vont être plus larges, de la même manière qu'on parle plus fort, peut-être pour être mieux entendu par l'interlocuteur non-natif, on va peut-être faire des gestes plus larges. Donc, je vous rappelle qu'on avait annoté de cette façon-là, on a un peu simplifié pour les calculs statistiques, c'est-à-dire qu'on a opposé les gestes qui sont produits dans le centre et centre-centre, donc près du corps, et ceux qui sont plutôt autour du corps. Et puis la troisième catégorie qu'on a gardée, c'est les gestes produits devant. Alors là aussi, on a des différences significatives. Avec les natifs, on fait des gestes plutôt près du corps, plutôt dans l'espace central, alors qu'avec les non-natifs, on élargit les gestes, on a tendance à faire des gestes plus grands. Pour le bras tendu devant, il n'y a pas trop de différence. Donc l'hypothèse 5 est validée, on fait des gestes plus grands avec un non-natif. Donc en photo, ça donne ça. Là, elle explique quand tu montes à un arbre, c'est toujours le verbe grimper, avec un datif. Elle fait un geste iconique, elle illustre grimper, mais c'est le plus grand geste qu'elle fait. Quand elle parle à une interlocutrice non native, elle dit la même phrase, elle fait le même geste. Par contre, elle monte beaucoup plus haut. Donc, elle fait vraiment grimper, qui dure un peu plus longtemps aussi. Je vais passer sur celui-là parce que je pense qu'au niveau du temps, je suis un peu juste. Et donc, pour résumer cette étude-là, les résultats, c'est que avec des non-natifs, les futurs enseignants produisent plus de gestes, plus longs en durée, plus illustratifs et plus larges. Donc, on adapte vraiment sa gestuelle pour rendre son discours plus compréhensif. Au niveau du temps, il me reste combien de temps? Là, en fait, peut-être 5 minutes, voilà, 5 minutes, comme ça nous laisse un quart d'heure après pour discuter. Voilà. Alors, je vais juste maintenant zoomer sur des petits aspects qualitatifs, parce que là, on a répondu à des hypothèses, mais ce corpus, il est super riche et il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder de manière maintenant plus fine. Donc, alors, je vais peut-être passer... Non, je vais vous montrer celui-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'ils réfléchissent, nos futurs enseignants, un peu en direct aux difficultés que vont avoir leurs interlocuteurs. Comme on a vu, par exemple, quand ils utilisent le mot « escalader » avec un interlocuteur non natif, ils vont l'illustrer parce que
ils font la supposition que ce mot peut être inconnu de leur interlocuteur. Et on voit parfois des adaptations, des changements en direct. Alors, toujours dans l'explication du verbe grimper, on a une future enseignante qui explique avec un nom natif, elle donne un peu une énumération des choses sur lesquelles on peut grimper pour faire deviner. Donc elle dit sur une montagne, sur une échelle, sur un tabouret. D'accord ? Quand elle fait ensuite avec le nom natif, elle reproduit la même stratégie, donc elle va énumérer des choses sur lesquelles on peut grimper. Donc elle dit on monte sur une échelle, sur une table, et puis là elle dit sur un, elle se reprend et elle dit une chaise. Donc elle ne reprend pas le tabouret. Pourtant, elle a amorcé avec un déterminant au masculin. Donc elle va aller dire un tabouret et si on regarde sa gestuelle, elle a un geste un peu circulaire de la main. Elle est en train d'illustrer, vous savez, comme un tabouret de bar un peu rond là. Voilà. Et elle est en train de chercher, elle hésite, elle fait son petit mouvement circulaire de tabouret. Finalement, et puis elle regarde son geste d'ailleurs, et finalement elle décide de changer de stratégie, de ne pas dire tabouret, qui va être peut-être un peu compliqué pour son interlocuteur, et elle dit une chaise. Alors c'est vrai qu'on ne grimpe pas forcément sur une chaise d'ailleurs, mais elle a changé de stratégie, et une fois qu'elle a trouvé son mot, une chaise, là elle va regarder son interlocuteur. Et pour avoir discuté après coup avec l'interlocutrice, elle nous a confirmé que c'était bien ce qui s'était passé pour elle, hein, l'hésitation qu'elle avait eue. Donc il y a des adaptations en temps réel. Autre aspect très très intéressant qu'on a regardé, c'est les pauses du discours, parce qu'il y a beaucoup de pauses dans le discours, et on a voulu, avec le nom natif, et on a voulu regarder ce qui se passait au niveau gestuel dans ces pauses. Alors je vais vous passer d'abord juste l'explication de rapper au niveau audio seulement, et faites bien attention aux pauses du discours. Quand tu prends du fromage, tu sais, de l'emmental, pour manger avec les pâtes, il est gros comme ça, et puis tu veux le mettre sur tes pâtes, alors tu le passes pour qu'il devienne en petit fil. Est-ce que tu le connais Oui. Donc là, on entend qu'au niveau verbal, il y a plusieurs segments. Hein. Elle dit, voilà, tu prends du fromage, tu sais de l'emmental, il est gros comme ça. Donc, elle va construire son explication. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des gestes. Quand tu prends du fromage, tu sais, de l'emmental, pour manger avec les pâtes, il est gros comme ça, et puis tu veux le mettre sur tes pâtes, alors tu le passes pour qu'il devienne en petit fil. Est-ce que tu le connais Oui. Donc chaque segment de son explication est accompagné d'un geste, hein, elle va illustrer ces différents moments de son explication. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un peu finement ce qui se passe, on voit que quand il y a des pauses entre les explications, par contre, le geste, lui, il est toujours présent. Donc quand elle dit « ou sinon quand tu prends du fromage », tu sais de l'emmental, donc elle va faire une pause de 790 millisecondes, mais au niveau gestuel, si vous regardez la piste du geste, le geste iconique, où elle mime fromage, il reste. C'est un peu comme si elle disait, voilà, dans mon explication, quand tu prends du fromage c'est un mot-clé de mon explication, donc fromage, là j'illustre mon morceau de fromage, mémorise bien ça, comprends bien ce mot-là parce que c'est important pour le reste de mon explication. Donc c'est comme si elle prenait le temps, vraiment, de poser ce mot-clé, de l'illustrer, puis de continuer. Et elle va faire ça assez régulièrement pour manger avec des pâtes. Alors là, elle anticipe, elle va dire il est... Alors, elle commence à faire le geste gros comme ça. Donc, on voit qu'il y a des moments dans les pauses où elle va soit anticiper ses mots-clés, soit garder avec un geste, soit garder le geste bien maintenu après avoir dit le mot-clé, de manière à vraiment mettre en valeur, mettre en saillance ces mots qui sont importants pour son explication. Et bon, je ne vais pas tous vous les passer, mais elle le fait assez régulièrement. Voilà, elle le fait un peu pour tout. Il y a des jeux de regard aussi avec l'interlocutrice qui regarde d'ailleurs les gestes. Donc, il s'appuie vraiment sur ce moment-là pour regarder le geste. Et il se passe vraiment des choses très, très intéressantes en termes de regard, de pause et de geste. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde des corpus écologiques de classes de langue, donc, voilà, avec des gestes dans des explications lexicales, on retrouve les mêmes phénomènes. Là, elle explique fine, c'est des tranches fines. Et il y a une pause avant et après fine, qui est un mot-clé de son explication. Et il y a des gestes produits
avant ou après, ou en tout cas qui commence avant ou après avoir dit le mot. Donc ça, c'est assez caractéristique du discours de l'enseignant. Donc, pour finir, pour conclure, l'adaptation gestuelle, on peut se demander si c'est une compétence innée. Est-ce que spontanément, on s'adapte à son interlocuteur au niveau gestuel? Alors, il faut voir que tous les futurs enseignants de notre étude ne s'adaptent pas toujours bien gestuellement, ou pas tout de suite, dans l'explication. Que dans d'autres études que j'ai pu faire, on a remarqué que les jeunes enseignants de langue n'ont pas toujours recours à une gestuelle facilitante. Là, on a un exemple d'une future enseignante qui explique un chaudron, et elle dit c'est un gros objet que j'utilise quand je veux faire de la soupe ou des potions magiques. Elle fait aucun geste illustratif, elle a juste un geste nerveux des mains où elle se frotte les mains, alors qu'on pourrait vraiment mimer chaudron ou gros, etc., ou potion, pour rendre ça compréhensible pour des étrangers, et elle ne le fait pas. Donc, ça m'a permis de réfléchir pas mal ces dernières années aussi à la formation des enseignants à la gestuelle, comment on prend conscience aussi de l'intérêt de sa gestuelle et de ses propriétés de compréhension. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Je pense que j'ai un petit peu dépassé le temps et je m'en excuse. J'ai mis là les publications citées le plus. Celui qui est en orange, c'est l'article qui résume un peu cette étude que j'ai présentée et qui va sortir normalement prochainement. Très bien. Merci beaucoup Marion, c'était très intéressant, très clair, et vous n'avez pas dépassé, non, vous êtes bien dans les temps, c'est parfait. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, on va peut-être directement commencer par les questions de Yann Lacheret, je pense qu'il y avait une question. Oui, bonjour, merci beaucoup voilà. pour cet exposé, cette communication très, très didactique. Et alors moi, je m'intéresse beaucoup aux problèmes d'annotation, aux questions d'annotation et d'annotation mutualisée. Et du coup, j'ai une question, enfin deux. Oui, une question parce que vous avez un protocole d'annotation, mais il y a aussi, vous êtes à Aix, après ce que j'ai compris, donc il y a beaucoup de gens à Aix qui ont travaillé là-dessus. Je pense à Gaël Ferré, je pense à Roxane Bertrand, qui ont aussi, alors je ne sais pas Gaël, je sais que ça fait depuis la nuit des temps parce qu'elle avait fait sa thèse là-dessus. Donc, comment vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez mutualisé des choses? Et de la même façon, il y a eu un gros corpus, alors dans un contexte très différent, donc une grosse étude sur le vieillissement langagier et les gestes chez la personne âgée, donc je pense à Corpageste de Catherine Boly. Et là, pareil, donc je le sais parce qu'on avait un thésard au labo qui a bossé là-dessus, donc pareil, protocole, machin, en plus comme on sait que c'est l'usine à gaz. Bref, est-ce que tout ça est un peu mutualisé? Ou est-ce qu'il y a des protocoles différents avec, voilà, quels sont les points de jonction, s'il y a des différences, quels sont les sous-bassements théoriques de ces différences? Un étudiant qui vient, on lui dit, bon, qui dit, je veux faire une étude sur le geste, qu'est-ce qu'on lui conseille? Voilà, c'est donc deux questions. C'est dense, hein. Alors, oui, alors, bon, Gaëlle Ferré, alors Gaëlle, elle a quitté le LPL comme moi j'y suis arrivée. J'ai même d'ailleurs récupéré son bureau, donc on s'est croisés, mais évidemment, on se côtoie beaucoup. Et on a été d'ailleurs au début de nos carrières de conf dans un projet où il y avait aussi Roxane Bertrand, qui s'appelait O-Team et qui était sur l'annotation multimodale, où justement il était question de croiser les annotations et de réfléchir à la façon dont on abordait les choses. Et effectivement, les gestualistes ont un peu parfois leur propre recette d'annotation, leur propre méthode. Et ouais, il y a vraiment des questions. Alors, je ne sais pas si harmoniser, c'est vraiment la clé, la clé du problème, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement important de s'interroger sur ces questions d'annotation. C'est pour ça que je partage mes guides et mes schémas d'annotation. Et de plus en plus de gens dans la communauté le font parce que parfois, dans les articles qu'on lit, on n'a pas toujours les détails sur comment les choses ont été annotées, comment on segmente un geste, comment on trouve le début, la fin, comment on lui attribue des propriétés, etc. Et donc, un jeune chercheur ou quelqu'un qui veut s'y intéresser, il est un peu démuni parce que ces aspects méthodaux ne sont pas toujours bien clairs. Donc moi, j'ai un peu publié aussi là-dessus parce que c'est des questions qui me touchent et je donne un cours sur la gestuelle à Aix où justement on travaille beaucoup à apprendre à noter les gestes et j'en parle beaucoup aussi avec les collègues. Alors après, Roxane Bertrand, elle est plus dans l'interaction, donc elle va s'intéresser à la gestuelle mais elle ne va pas forcément la noter comme telle. Donc voilà, on peut mutualiser nos pratiques.
Et je pense, voilà, je pense que c'est très important de rendre public ces méthodes d'annotation, notamment sur le contrecodage. Donc moi, j'ai développé une méthode de contrecodage justement pour travailler en aveugle sur des échantillons de données, parce que je trouve que quand on annote, on est face à son corpus et qu'on annote tout seul, ben, on rentre un peu dans des schémas d'annotation assez subjectifs et on a besoin parfois de prendre un peu de distance. Je suis d'accord avec ça, tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Et du coup, pour Corpages, parce que là, pareil, il y a un protocole d'annotation. Oui. Alors, j'avais communiqué avec... c'est Christine Bolly, hein, c'est ça? Catherine Bolly, pardon. Il y a quelques années, parce que j'avais une étudiante qui s'intéressait à l'adaptation gestuelle quand on s'adressait à la personne âgée, mais c'est vrai que j'ai pas regardé en détail son protocole, mais d'ailleurs, je pense que j'irai regarder parce que je le connais pas, effectivement. Parce qu'il y a si vous voulez, il y a deux choses. Moi, je pense à la prosodie parce que c'est mon domaine, mais Oui. donc, on a des méthodes d'annotation finalement différentes, au moins deux grandes méthodes, on va dire. Parce que derrière ça, il y a une vision théorique différente. C'est pas seulement parce que on a ces étiquettes révèlent. Et c'est ça qui aussi m'intéresserait, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu des débats, est-ce qu'il y a des articles qui font le point là-dessus. Derrière ces variations d'annotation, voilà la déconception de la gestualité différente. J'imagine, peut-être que c'est un peu prématuré, j'en sais rien. Non, en fait, c'est des questions vraiment qui occupent beaucoup la communauté. Et il y a quelques années en France, je crois que c'était en 2012, on a eu dans le cadre de la conférence TALN, il y avait un workshop qui s'appelait Dégel. Il a eu lieu 2 fois. Et c'était super intéressant parce que les gestualistes français qui voulaient s'attaquer à ça recevaient un échantillon de corpus. On a noté tous le corpus, les gestes comme on avait l'habitude de le faire. Et ensuite, on a passé une journée à vraiment discuter de comment on avait fait, comment on segmentait, comment on catégorisait, etc. Et il y a eu des publications là-dessus. Donc ça s'appelait Dégel, c'était Défi gestes langue des signes, parce qu'il y avait un aspect aussi langue des signes. Et c'était vraiment intéressant de comparer nos méthodes. Donc il y a quelques publications, il y a quelques tentatives, mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a un ancrage théorique. Dès qu'on pose une annotation, c'est comme quand on fait des choix de transcription, en fait. Derrière, il y a des choix théoriques, des conceptions, et on n'annote pas tous la même chose aussi, parce que là j'ai parlé de type de geste, mais il y a de l'espace gestuel, il y a le lien entre le geste et la parole, il y a plein de critères qu'on peut annoter qui dépendent beaucoup des questions de recherche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, je vois qu'il y a une question de Sacha Gazal. Serait-il possible de partager le nom du logiciel que vous avez utilisé lors de l'analyse des vidéos? Bien sûr, c'est Elan. C'est développé au Max Planck Institute. Donc, si vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez le trouver. C'est un logiciel qui est gratuit, qui a vraiment été développé pour ça. Alors, je vous invite vraiment à suivre une formation parce que, et il y en a souvent sur Paris, parce que c'est pas du tout intuitif comme logiciel et la doc est assez épouvantable à lire. Mais si on a quelqu'un qui connaît et qui peut vous montrer, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas, il me semblait qu'il y avait Christophe Paris dans l'audit. Voilà. Il me semblait qu'au laboratoire, certains collègues utilisent déjà Elan. Il me semble, hein, moi je n'ai jamais utilisé, mais il me semblait qu'on avait déjà des collègues qui l'utilisent. Donc peut-être regarder du côté du consortium Corly, où il y a peut-être des formations organisées, je ne sais pas en ce moment, mais voilà, il y a de la documentation en tout cas en ligne. Et c'est vrai que c'est un logiciel qui est assez intéressant. Alors, il ne solutionne pas tous les problèmes, mais il permet déjà d'avoir sur la même fenêtre la vidéo qu'on regarde, les éléments qu'on peut annoter, etc. Et puis après, de générer des statistiques ou du requêtage dans le corpus qui est quand même assez confortable. J'ai éventuellement une petite question. Alors, Chantal, vas-y. Oui. De précision concernant l'ordre de passage, parce que tel que tu l'as exposé, Marion, tu proposes que, enfin, dans ton exposé, tu as mis en avant d'abord les natifs, puis les non-natifs. Est-ce que c'était l'ordre de passage pour l'explication? Parce que comme ils tiraient au sort, peut-être qu'ils avaient des mots qu'ils avaient déjà fournis auparavant aux natifs, et ensuite ça les faisait peut-être un temps de réflexion pour construire une explication plus détaillée, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est
Alors, oui, c'est la façon dont j'ai présenté qui est peut-être qui biaise un peu, mais l'ordre était contrebalancé. Donc, la moitié ont commencé par les non-natifs et ensuite les natifs. Par contre, c'est sûr qu'ils expliquaient les 12 mêmes mots dans les deux conditions. Mais l'ordre était contrebalancé. Ok, ouais, là, Mais ça a sans doute influé d'ailleurs. Parce qu'on voit que des stratégies d'explication qui ont marché la première fois, soit ils essayent de les réinvestir avec l'autre interlocuteur, soit ils abandonnent parce que ça a été la galère. Et ça, je n'ai pas encore bien regardé en détail. Ouais. Puis un autre aspect dans le listing que tu fais sur les études qui sont mises en correspondance entre la gestuelle et ce qui se fait du point de vue du verbal, est-ce qu'il y a une prise en compte aussi de la politesse dans les études que tu as, parce que est-ce que la politesse linguistique, elle est accompagnée d'une gestuelle particulière? Est-ce que tu as noté des choses sur ça? Non, là, je ne saurais pas te répondre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas prêté attention à ça en particulier. Il y en a, hein. C'est juste que dans ton listing, comme tu fais plusieurs c'était juste une question d'ajout. Peut-être c'est un aspect qui peut être intéressant. Il y a Christophe justement qui a mis un petit message là en disant que dans Corly, effectivement, il y a bien des formations sur le logiciel. Et non, merci Christophe. Et voilà, donc il y a des informations pour l'étudiant qui demandait, il y a des formations donc en ligne où on peut s'inscrire probablement. Vous avez vu Marion, il y a également une question qui est un peu longue de Mina là, sur les questions de travaux portant sur la pathologie du langage. Voilà. Bon. Oui, alors bon, c'est pas du tout mon domaine, mais effectivement, il y a pas mal d'études sur les gestes et comment ils sont affectés, comment une pathologie du langage peut affecter ou pas d'ailleurs la gestuelle. Alors notamment, il y a des choses sur, il y a un petit, alors c'est pas vraiment une pathologie du langage, mais il y a des choses sur la schizophrénie, il y a des choses sur le bégaiement. Je suis pas sûre, ça existe peut-être effectivement. Il y a des choses sur les aphasies. Alors après, je suis pas forcément à l'aise pour répondre parce que je connais moins ces recherches-là, mais il y en a. Ça sert souvent d'ailleurs d'argument pour argumenter que le geste et la parole font partie d'un seul et même système, parce que souvent, ce qui affecte la parole va affecter aussi la gestuelle. Même si dans certaines aphasies, on peut trouver des moments où le geste compense des difficultés au niveau verbal. Et donc, on va peut-être plus illustrer avec le geste parce qu'au niveau verbal, on ne trouve pas forcément les mots. Et il y a une deuxième partie à la question, peut-être problème intéressant théoriquement quand on fait la formation. Oui, donc c'est lié en fait. Oui, au dysfonctionnement, quoi. Absolument. L'absence de gestes facilitateurs. Voilà, d'accord. Bon. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, moi je voudrais poser une question. Oui. C'est savoir, est-ce que tu as déjà un peu pu faire, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont fait, d'essayer de mesurer, on va dire, en quoi faire des gestes ou pas est nécessaire, et on va dire de le montrer. Parce que, bon, il y a des cas où, je dirais, ça aide, mais ça dépend de ce qu'on dit. Et puis, il y a des cas, on va dire, à capacité égale de communiquer, le geste va aider. Donc, à la fois pour les enseignants, quand tu donnes des exemples, mais aussi pour les gens qui ont des pathologies. Est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi? Parce que ce n'est pas simple non plus de le démontrer, ça. Oui, oui. Alors, moi, je connais mieux les gestes dans le cadre de la compréhension en langue étrangère, mais il y a pas mal d'études, effectivement, sur l'effet du geste, sur l'accès à la compréhension. Aussi avec les enfants, quelques-uns, notamment en classe. Mais effectivement, globalement, les études qu'il y a montrent que le geste facilite la compréhension en langue étrangère. Ce qui a été manipulé au niveau des conditions, c'est, tu vois, on fait des conditions, tu as un groupe qui doit comprendre un document audio, voilà, juste avec de l'audio, audio avec du geste et des mimiques faciales, parce que ça aussi c'est intéressant à regarder. Donc il y a une étude de Spencer Kelly et Church au début des années 2000, là j'ai un petit trou sur la date, mais qui montre effectivement que les apports gestuels vont être intéressants pour la compréhension.
Alors, il y a aussi des cas où effectivement c'est contre-productif, où justement le geste peut induire en erreur. Il y a, à ma connaissance, il y a deux phénomènes en particulier, soit parce qu'on utilise justement des emblèmes, donc des gestes qui vont être marqués culturellement et on va mener en fait la personne sur une fausse piste. Alors je donne toujours cet exemple quand j'étais jeune enseignante de FLE et que j'ai dit à mes étudiants étrangers, c'est ennuyeux en faisant ce geste-là, pour dire voilà, c'est un rasoir. Personne n'a compris ce que je voulais dire. Donc, là, ça a été décrit un petit peu dans certaines études. Notamment, on fait regarder à des apprenants le cours de langue auquel ils ont assisté et ils commentent la gestuelle de leur enseignant et ils disent bah là, on a bien compris ce qu'elle voulait dire, par contre, là, pas du tout. Donc là, il y a des choses là-dessus. Et puis l'autre cas que moi, j'ai pu voir quand je faisais ma thèse, que je travaillais sur des enfants de 5 ans, c'est que des fois, des gestes d'adultes qui sont extrêmement symboliques peuvent être très mal interprétés par les enfants. Et notamment, un geste sur lequel j'avais travaillé, c'était le geste pour expliquer boire. Alors, quand on fait boire comme ça à un enfant de 5 ans, il comprend très bien que c'est boire. Mais si on fait ça, ben, un enfant de 5 ans, il dit que c'est sucer son pouce. Parce que pour nous, adultes, c'est une bouteille. Ça représente une bouteille avec un goulot, etc. Mais pour un enfant, c'est un pouce près de la bouche. Donc, dans sa réalité à lui, c'est pas du tout interprété comme boire. C'est sucer son pouce. Et voilà, il peut y avoir des cas comme ça un petit peu contre-productifs. D'accord. Et j'avais juste une toute petite question. On sait s'il y a des gestes qui ont une valeur un peu universelle, des gestes d'accompagnement comme ça du discours qui finalement indépendamment des langues, parce que en effet, bon, on a tous des exemples dans une langue seconde, soit en l'ayant pratiqué ou dans des cas donc d'enseignants du FLE pour ça, on est donc confronté à cette question. Mais est-ce qu'il y a des gestes qui ont une valeur entre guillemets universelle, c'est-à-dire qui sont retrouvés finalement de façon un peu générale dans beaucoup de langues? Alors, c'est difficile comme question parce que effectivement, on a des emblèmes qui sont assez, alors pas universaux, mais en tout cas qui sont beaucoup véhiculés par les masses médias. Donc, faire ça, par exemple, même si dans certaines cultures, hein, c'est tout le temps, mais on commence quand même à les voir assez souvent et donc on peut les comprendre de manière un peu plus universelle, on va dire. Après, les expressions faciales des émotions sont universelles, donc la joie, la tristesse, la colère, la surprise, etc. Ça marche bien. Après, je dirais que dans la gestuelle co-verbale, ce que je suis en train de faire en parlant, bah, finalement, les possibilités des articulateurs sont quand même un petit peu limitées. Donc, on va retrouver assez souvent des gestes qui vont être les mêmes, je dirais, voilà, ces gestes-là, etc. Qui peuvent être faits dans une amplitude différente parce qu'on a en tête bien sûr le stéréotype de l'italien qui fait beaucoup de gestes, mais en fait il fait surtout des grands gestes, des gestes parallèles, etc. Donc on a une coloration, je dirais, un peu dans la gestualité co-verbale qui peut changer d'une culture à l'autre, ou des cultures où on va faire des gestes plus près du corps ou plus petits. Mais là, c'est plus compliqué parce que ces gestuelles-là, elles sont aussi très individuelles. Donc, quand je dis tel mot, je fais un geste, mais peut-être que si vous disiez le même mot, vous feriez un geste différent. Et puis, quand je vais redire le même mot demain, je vais faire un geste différent. Donc, il y a aussi le moment qui fait qu'on va gestualiser un petit peu différemment en fonction du contexte, de l'interlocuteur, etc. Donc, voilà, les études qui regardent au niveau des comparaisons interlinguistiques, elles vont peut-être regarder justement comment on encode notamment des trajectoires ou des mouvements au niveau gestuel, puisqu'on sait que bah, c'est en se basant sur la typologie de Talmy, hein, on sait que au niveau verbal, on n'encode pas du tout la même façon, et on va regarder est-ce qu'au niveau gestuel, il y a des changements, et est-ce qu'on fait des gestuels qui sont plus calés sur l'encodage de la direction ou du mouvement verbal, et c'est le cas d'ailleurs. Et ça, il y a quelques comparaisons là-dessus. D'accord. Très bien. Bah, le temps passe. Hein, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions Voilà, il y a encore 30 participants. Est-ce que parmi l'auditoire, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou sinon, il sera peut-être temps de remercier Marion et puis Chiara pour vos interventions. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, encore merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et ces échanges qui étaient vraiment très intéressants. Merci à vous. Et donc, en espérant se revoir un jour, voilà, j'allais dire en vrai. Voilà, exactement.